Je viens de l'île de la Réunion. Bon, je ne vais pas vous faire toute, je sais pas. J'écris des livres. Je fais beaucoup de ce qu'on appelle de l'éducation populaire, c'est-à-dire que je vais parler aux enfants dans les écoles, dans les collèges ou devant des associations. Je n'ai pas de carrière universitaire en France. Je n'ai pas de poste. Je veux dire, je n'enseigne pas à l'université. J'enseigne parfois dans d'autres pays où on m'invite. Quoi d'autre? Je travaille aussi beaucoup avec des artistes. Notamment plusieurs fois avec Pierre dans ce que j'ai appelé l'atelier, qui est un travail avec des artistes et où on fait et aussi des activistes et qui se termine par une performance publique. Voilà, donc plusieurs choses et je collabore souvent avec des artistes. Alors d'abord, ça vient d'une phrase de Frantz Fanon dans Les damnés de la Terre, dans un chapitre sur la violence, où il dit la décolonisation qui a pour but de changer l'ordre du monde est un programme de désordre absolu. Et il poursuit en disant ça ne va pas se faire de manière aimable, gentiment, en négociation, parce que pour lui, c'est vraiment un renversement total de l'ordre du monde. Donc il écrit ça en 1961, peu de temps avant sa mort. Et ces derniers temps, je me demandais que serait ce programme de désordre absolu, que serait cette décolonisation aujourd'hui, qui n'est plus celle qui a eu lieu dans les années 60 ou même jusque dans les années 75, 74, puisque les colonies portugaises deviennent indépendantes, gagnent leur indépendance beaucoup plus tard, qu'il y a encore, on peut dire aujourd'hui, quand même quelques colonies dans le monde. Mais même au-delà de ça, est-ce que le terme de décolonisation est toujours pertinent aujourd'hui, d'une part, et d'autre part, qu'est-ce que serait ce programme de désordre absolu aujourd'hui? Quel est l'ordre qu'il faut renverser aujourd'hui? Quel est l'ordre dans lequel il faut mettre du désordre? Donc c'était les questions que je me posais face à on ne peut pas dire que le monde soit violent, et je veux dire qu'il y a toujours eu beaucoup de violence, mais d'une certaine manière quand même un accroissement des inégalités, un accroissement des injustices, et le fait que tout cela est évidemment aggravé par la crise climatique, qui fait que vraiment il y a vraiment des millions de personnes, des milliards de personnes qui sont vraiment en danger. Les conditions de vie sont en danger, qu'il y a quand même 1% seulement de la population qui possède 70% des richesses de la Terre. Donc face à cela, que serait ce programme de désordre absolu? Oui, donc après avoir posé cette question, je me suis intéressée à une institution, le musée. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même, les musées, on en a quand même entendu parler à travers la question des restitutions d'objets, beaucoup. Et puis, il y a quand même beaucoup de musées qui disaient en Europe qu'ils étaient dans un processus de décolonisation. Et ma réponse est non, vous ne pouvez pas être décolonisé si autour de vous la société ne l'est pas. Je veux dire, il ne peut pas avoir une espèce de petite forteresse là, décolonisée, dans un monde qu'il ne serait pas, je veux dire. Et à partir de là, je tire le fil sur à quel moment le musée, ce qu'on appelle le musée, existe, tel qu'on le connaît, et de choisir parmi ces musées, parce que donc c'est une invention européenne, c'est en Europe que ça naît. Auparavant, il y avait évidemment des collections, mais qui appartenaient à des personnes privées, des aristocrates, des rois, mais pas au public, qui n'étaient pas ouverts au public. Donc à quel moment c'est ouvert au public, d'une part, et pourquoi et comment. Et dans ces institutions, donc je choisissais l'une d'entre elles, un musée que je trouve particulièrement symbolique, c'est le Louvre. Parce que le Louvre a une parenté quand même extraordinaire, c'est un enfant des Lumières et de la Révolution française. Donc quand même, vraiment parenté extraordinaire, on peut dire. Alors que d'autres grands musées en Europe, qui naissent au même moment, comme le British Museum ou d'autres, sont des enfants des Lumières, mais pas les enfants d'une révolution. Donc voilà, le Louvre, c'est cet enfant où les révolutionnaires décident de rendre au peuple les œuvres qu'ils ont saisies à la monarchie, aux aristocrates, à l'Église, et aussi à ce qu'on appelait à l'époque les immigrés, qui étaient les aristocrates qui s'étaient enfuis. Donc toutes ces œuvres sont les œuvres qui sont des tableaux, des sculptures, des choses précieuses, sont saisies par les révolutionnaires, sans aucune compensation, elles sont saisies d'autorité, puisque les révolutionnaires disent tous ces objets ont été accumulés à cause de l'exploitation du peuple. Si les aristocrates se sont enrichis, ont pu commander à des grands peintres des portraits ou à des sculpteurs des sculptures, c'est parce qu'ils avaient
Exploiter le peuple, donc ces objets, tous ces objets de diverses sortes, reviennent au peuple. Et il l'ouvre en 1793, qui est une date aussi assez symbolique parce que c'est la date de la première abolition de l'esclavage dans une colonie française, qui était alors Saint-Domingue, qui deviendra Haïti en 1904. Donc voilà, donc le musée, et on pourra parler donc de pourquoi, justement pourquoi il ne peut pas être décolonisé, ce musée. Et que pour moi, donc la décolonisation aujourd'hui, ça signifierait vraiment faire en sorte d'un monde plus juste, d'un monde beaucoup moins brutal et cruel, d'un monde où je le disais, les inégalités s'accumulent, mais même de manière très très concrète, quand je dis que les conditions de vie sont menacées pour des milliards de personnes. Pardon, c'est là? Ah, c'est encore mieux, bon. Quand je dis qu'elles sont menacées par des milliards de personnes, très concrètement, après la pandémie, je lisais des articles de l'Organisation mondiale de la santé, puis d'autres articles sur toutes ces questions, et je découvrais un fait que je peux dire qu'il m'a étonnée parce que je ne pensais pas que c'était ça la source. Enfin, le fait que plus de personnes meurent chaque année de la pollution de l'air que de toute autre cause, aucune autre cause. Et j'avais pensé que c'était, je sais pas, ça pouvait être malaria, la faim. Et puis donc de découvrir ça, je me suis mis à m'intéresser à la question donc de l'air pollué et d'un monde irrespirable, littéralement. C'est-à-dire pas une formule, c'est pas une métaphore, c'est littéralement irrespirable. Et à ce moment-là, j'ai lu plusieurs articles scientifiques sur ces questions, dans des journaux médicaux, dans des journaux de sciences, montrant que par exemple, il y a de plus en plus d'enfants, notamment dans le sud global, qui meurent avec des maladies respiratoires, qui les rendent donc beaucoup plus fragiles ensuite à des virus, à des maladies, comme celle. Et cette idée que le monde était devenu irrespirable, enfin avait été fabriqué comme irrespirable, m'a beaucoup intéressée. Et justement, donc quel était si c'était ça l'ordre du monde, de faire un monde où on respire pas, mais littéralement. Hein, donc si on ne respirait pas, je veux dire les êtres humains, si on respire pas, on meurt. Hein, c'est pas compliqué. À partir de là, tout est d'autres questions, mais vraiment très concrètes de l'impossibilité de la vie. Pas des questions seulement abstraites, mais des questions très concrètes. Pas d'eau, pas d'accès à de l'eau propre, pas d'accès à de l'air pur, manque de dignité. Voilà. Pourquoi les gens descendent dans la rue aujourd'hui? Pourquoi les gens sont prêts à mourir aujourd'hui? Pour quelle cause? Et de voir que ce sont des causes vraiment très concrètes, pas du tout abstraites. Et c'est ça donc, là pour moi la décolonisation, c'est de répondre à ces besoins qui s'expriment partout dans le monde, dans tous les pays, partout, le sentiment d'injustice profonde, d'un monde profondément qui ne permet pas du tout de vivre une vie paisible, de vivre comme la plupart des êtres humains veulent vivre, c'est-à-dire quand même assez tranquillement, en élevant des enfants et en étant content, quoi. Je veux dire, c'est pas des demandes extraordinaires d'une certaine manière, mais elles ne sont pas remplies. Donc la décolonisation, pour moi, n'était plus simplement, évidemment, arracher la terre aux colonisateurs et faire un État, mais aller plus loin et revoir aussi ce que seraient aujourd'hui des solidarités. Alors évidemment aussi, c'était de voir en Europe même les politiques anti-migrants, anti-réfugiés, le fait qu'il y ait des partis d'extrême droite qui siègent dans les parlements aujourd'hui, en Espagne, en France, au Danemark, en Allemagne, enfin que il y a un retour qui a quand même des choses très 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 inquiétantes, voilà. Donc je disais, le musée est né en Europe, et quand on dit le musée, je voudrais aussi préciser que il y a déjà une énorme inégalité dans le monde. Hein. Il y a 61% des musées sont en Europe de l'Ouest et dans les Amériques du Nord, Canada et États-Unis, même pas. Donc 61%. L'Afrique, c'est 0,8%. Le monde du Moyen-Orient, c'est 0,7%. Enfin, on n'a pas idée. Donc quand on dit le musée, en fait, on parle de l'Europe. Il y a très peu de musées ailleurs. C'est pas nécessairement qu'il faudrait des musées partout, mais c'est de se rendre compte de cette asymétrie, quoi, dès le départ. Et puis évidemment, à l'intérieur même d'un même pays, tous les musées ne sont pas égaux.
Il y a des musées qui absorbent tous les budgets, je veux dire, en France, il y a des tas de musées dans les régions qui sont totalement abandonnés, ou des musées de ville, alors que les musées, les grands musées, c'est Pompidou, Branly, le Louvre et puis quelques autres. Donc déjà, c'était ça très très important de dire que le musée, c'est aussi une institution dans laquelle il y a des inégalités, dans lesquelles tout le monde n'est pas aussi bien servi que le voisin. Ensuite, le musée, alors le Louvre, ce qui m'a intéressé, c'est que donc il naît de cette manière, qui est un geste révolutionnaire, et que très rapidement, en fait, il va avoir une doctrine, 1794 déjà, où les révolutionnaires disent que tous les objets d'art qui sont dans d'autres pays d'Europe sont en fait des esclaves, sont aux mains de tyrans. Et qu'il faut donc aller les chercher, les prendre de force, et les ramener en France, au pays de la liberté. Donc il y a des troupes révolutionnaires entrent en Belgique, par exemple, et vont piller les cathédrales, les musées, et ramener les objets, puis ensuite aux Pays-Bas, et puis ensuite dans ce qui était la Prusse à l'époque, ce qui va devenir l'Allemagne. Donc des milliers d'objets, et il y a des phrases dans le livre, des phrases de révolutionnaires que je cite, où ils disent qu'enfin ces objets sont dans le pays de la liberté. Donc une doctrine qui va vraiment s'enraciner, et on aurait pu dire, ben voilà, ils reprennent ces objets pour un jour, quand les peuples seront libres, ils le leur rendront, sauf que les objets deviennent propriété du peuple français, inaliénables. Donc en fait, ces objets, ils sont volés, quoi. Et c'est pas simplement des peintures, il y a des peintures, mais il y a aussi des archives, des documents, enfin toutes sortes d'objets qui sont absolument pillés au nom, et je veux dire absolument sans aucune compensation. La plus grande, alors ça se poursuit, et sous le Directoire, celui qui va vraiment remplir le Louvre d'objets volés, c'est Napoléon, notamment qui passe là pour aller à la campagne d'Italie, campagne dite victorieuse sur la plaque, et en fait c'est là, il va complètement vider l'Italie, mais piller l'Italie, tout, Naples, les musées du Vatican, tout, et pas seulement donc les tableaux, les statues, mais par exemple les 4 chevaux qui seront ensuite en face du Louvre, là sur le petit arc, qui était sur la place Saint-Marc à Venise, des documents, des archives, et en fait c'est pour la première fois des traités de fin de guerre vont être faits au nom de, non seulement donc la guerre se termine et par exemple le vaincu doit payer, mais en plus le vaincu doit donner des objets d'art. Et donc tout un groupe, une mission d'artistes et d'autres Français sont envoyés en Italie et vont dans toutes les villes et font les listes de tout ce qui est à prendre. Et les armées donc prennent. Et c'est absolument énorme, et pour les historiens d'art italiens, c'est une catastrophe pour l'Italie. Jusqu'à aujourd'hui, ils disent que c'est une catastrophe pour l'Italie, et il y a cette phrase en italien qui dit « Si tous les Français ne sont pas voleurs, Bonaparte l'est », parce qu'en italien, Bonaparte, ça veut dire aussi, bon voilà... donc pour saluer cette incroyable prise, un énorme défilé sera organisé à Paris, et va traverser tout Paris, chariot après chariot, avec des grandes banderoles, arrivent ici les œuvres. Enfin, Rome et la Grèce sont dans Paris. Paris devient, donc il y a toute la phrase de Paris, la capitale des arts et des lumières. Et ça devient, et Paris, et donc il y a aussi des discours, des textes de révolutionnaires disant que Paris doit devenir la capitale du monde, pas seulement évidemment de l'Europe, mais même du monde, où toute la beauté doit être rassemblée. Et ça fait du Louvre un musée déjà incomparable à l'époque, extrêmement admiré, même par les grands ennemis des Français, les Anglais, qui viennent et qui sont quand même admirateurs, parce qu'ils se disent, mais vraiment, c'est extraordinaire d'avoir réuni dans un seul endroit tant de choses, quoi. L'école hollandaise, la Renaissance italienne, c'est vraiment formidable. Pour eux, voilà, et ça devient le modèle du musée. Et même quand, donc, la chute de Napoléon, il y a des États qui réclament quand même le retour de leurs objets. Certains objets seront rendus, mais enfin, ils sont quand même assez malins au Louvre. Ils en ont envoyé dans les musées régionaux, donc c'est un peu difficile à retrouver. Et puis, ils en gardent certains, dont notamment les Noces de Cana de Véronèse, que l'Italie continue à réclamer. Mais donc, la réputation du Louvre comme musée universel se fait à ce moment-là et ne faiblira jamais.
Et tous les autres pays, les États européens veulent en fait imiter le Louvre. Et à partir de ce moment-là, vont ouvrir des musées similaires, où sont comme ça plusieurs écoles, enfin qui donnent l'image d'un musée universel. Et cette idée de l'universel, c'est vraiment cette idée que toutes les belles choses du monde, de l'humanité, les trésors de l'humanité, comme on dit, seront rassemblés dans un seul lieu. Et au fur et à mesure va arriver un principe qui va aussi dominer la question de ces vols et pillages, c'est le principe d'exhaustivité qui existait déjà au XVIIIe siècle pour ce qui était la botanique. C'est-à-dire qu'on n'allait pas avoir un exemple de plante, il fallait toutes les plantes du monde. Il ne fallait pas avoir un papillon, c'est tous les papillons du monde qui devaient revenir pour être étudiés. Donc cette idée qu'un pays doit rassembler tout du monde entier pour pouvoir l'étudier et là en sortir une science va vraiment s'enraciner et le musée va devenir cet endroit-là. C'est un endroit où il y aura tout, absolument tout. Donc cette idée que tout l'univers, enfin cette idée de l'univers, et évidemment ce sont des objets qui vont être détachés de leur milieu, parce que bon, pour les peintures, on peut penser les peintures, mais enfin il y a d'autres objets, il y a beaucoup de vaisselle, il y a des tapis, quand on dit les objets, on pense beaucoup à la peinture, mais il y a des tapis, il y a des tissus, il y a des tas de choses, hein, de toute façon quand on visite le Louvre, c'est pas seulement les peintures, et ça, on va passer, ça va donner, les principes, la méthode pour ce qui va suivre après, pendant la colonisation post-esclavagiste, de tout prendre, quoi, de tout prendre. Et Napoléon, n'oublions pas, c'est l'Italie, mais c'est aussi l'Égypte, hein, l'expédition en Égypte, dont il va aussi rapporter des choses qui sont toujours dans les musées ou toujours à Paris. Donc cette idée du musée universel, je voulais montrer sur quoi il s'était bâti, quels en avaient été les principes, quelle en avait été la méthode, et comment ça avait été justifié vraiment au nom en fait que la France détenait vraiment a été la meilleure pour comprendre l'art et rassembler la beauté du monde et que cette conviction va se poursuivre pendant la colonisation puisque c'est un peu de dire que ces peuples en dehors de l'Europe ne savent pas quoi faire, ne comprennent pas l'art, ne comprennent pas leur objet, donc il est tout à fait justifié de les prendre et de les ramener et de les rapporter en Europe. Alors on pourrait parler après même des méthodes d'abord ça impose une histoire de l'art qui n'était pas là, je veux dire qui va devenir aussi universelle à un moment donné, enfin qui va s'imposer, c'est-à-dire qu'en école, en siècle, voilà, 17e, tout ça, alors qu'il y a des objets, même par exemple si on voit un objet je sais pas, égyptien qu'on dit c'est du XIIe siècle, mais pour les Égyptiens c'est pas le XIIe siècle. Donc déjà aussi même une temporalité qui s'impose, une spatialité, ça appartient aux arts islamiques, ça appartient pas, qui va vraiment ordonner le monde par région et par temporalité qui ne correspondent pas du tout aux choses pour les gens qui vivent. Et ensuite en séparant ces objets de leur environnement ou même de leur... parce que quand on dit l'environnement, c'est comme si un objet c'était là et puis voilà, je l'avais pris puis je l'avais déplacé là. En fait, cet objet-là, il était dans un environnement social et culturel qui lui donnait une identité. Je veux dire, c'était c'était une bouteille que m'a donnée mon arrière-grand-mère, donc elle est très importante, elle est vraiment pour moi. Et puis quand elle arrive là, c'est un objet, c'est une bouteille en verre jaune qui est là et sous un verre et ça n'a plus du tout de la même signification. Donc ça nous a habitués aussi à regarder des objets morts, quoi, des objets qui, voilà, qu'on regarde. Et donc je cite un Sud-Africain qui est directeur de musée en Afrique du Sud et qui dit que les musées sont des scènes de crime. Et à partir de là, donc c'était pour moi étudier le crime en question, de quelle nature était ce crime, qui étaient les criminels et qui étaient les victimes de ce crime. Alors, à partir de tout ce travail, enfin, après avoir examiné les musées, avoir examiné aussi l'exportation des musées, le fait que le musée occidental est absolument hégémonique, hein, c'est un modèle hégémonique, c'est un modèle qui se répète partout, hein, c'est pas du tout... Je veux dire, dès qu'un État décide de faire un musée, il le fait sur ce modèle, avec des salles en salles qui se répètent, voilà... des salles blanches, en général de plus en plus une architecte star, hein, parce que finalement... L'architecture elle-même fait partie du selfie. Enfin, je veux dire, c'est toute la culture qu'il faut. Je veux dire, c'est pas tellement ce qu'il y a dedans, mais il faut aussi
l'architecture elle-même qui n'est pas nécessairement adéquate pour les objets dedans. Bon, il y a plein de musées qui sont comme ça, hein, je veux dire, c'est pas du tout en rapport. Et donc, après avoir étudié ça, notamment l'exportation du Louvre, hein, le Louvre est devenu une marque qui s'exporte, hein, avec des franchises. Donc, après avoir étudié ça et posé donc la question de que c'est pas tellement la répétition de ce modèle qui réglerait les questions. D'une part, bon, il peut pas se décoloniser, mais c'est pas son exportation qui va non plus transformer les choses. C'était de se poser la question du post-musée, d'un post-musée plutôt. Et il y a des exemples dans le monde de comment des communautés, des groupes se disent « Ah, on a envie de préserver ça, on voudrait préserver ça, mais on ne veut pas faire comme les musées qu'on connaît. » Parce qu'en général, si vous allez dans le sud global, les musées ils sont dans la capitale, il y a plein de gens qui n'y vont pas. Je veux dire, parce que c'est cher, puis je veux dire, pour eux, c'est un endroit absolument incompréhensible, mais qui essayent de trouver d'autres formes de présenter ces objets, ou de préserver leur récit, ou de préserver leur vie, quoi, leur mémoire. Et je me suis intéressée à cela. Et quand je disais que c'était je parlais d'utopie émancipatrice, c'est parce que aussi ça venait d'un travail que j'avais fait aussi précédemment, c'est-à-dire que dans le genre de l'utopie en Europe, ça se termine toujours mal. Ça se termine toujours mal, ça commence, l'idée d'une communauté, tout ça, puis ça se termine en fait finalement, il y a des tyrans, tout le monde, ça va plus du tout, ça se termine très 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 mal. Bon, voilà. Et donc c'est toujours une dystopie à la fin. Et je me disais, mais enfin pour des tas de peuples dans le Sud, la dystopie, ça a été un état de fait depuis longtemps. C'est un état de fait depuis longtemps, c'est pas du tout quelque chose qui serait à imaginer si jamais on rentrait dans une utopie. En fait, la dystopie, elle est là. Donc, comment l'utopie pouvait être réappropriée comme quelque chose d'émancipateur, c'est-à-dire de penser les choses, c'est-à-dire, en fait, d'utiliser l'imagination et de contester, c'est le monde tel qu'il est, hein. Le monde, il est comme ça, il a toujours été comme ça, donc voilà, c'est comme ça, hein, c'est comme ça, il n'y a rien à changer, quoi. Donc cette espèce d'impuissance là-dedans. Et alors, il y avait une autre formule aussi que je trouvais qui était aussi tout le temps répétée, mais c'est quand même mieux que rien. C'est quand même mieux que rien. Bon, alors, on t'a quand même donné ça, c'est quand même mieux que rien, parce que sinon, tu n'aurais rien. Alors, contente-toi déjà. Et quand même, cette formule, cette philosophie, on pourrait dire, cette idéologie plutôt du c'est mieux que rien, qui est quand même aussi très souvent renvoyée aux gens, aux pauvres, aux classes populaires, aux anciens colonisés, tout ça me posait question. Et puis, vraiment, pour moi, c'était important de dénaturaliser les choses. C'est-à-dire que toutes les luttes, c'est de montrer que les choses ne sont pas naturelles, que l'exploitation n'est pas naturelle. Ça pas toujours, je veux dire, c'est parce que c'est comme ça que ça doit être accepté. Et que le monde autour de nous, c'est pas un monde naturel au sens, c'est pas la Terre qui tourne autour du Soleil. Je veux dire, ça a été choisi, le monde dans lequel nous vivons, ça a été des forces sociales qui l'ont construit, donc on pourrait imaginer que ça pourrait être construit autrement. Je veux dire, c'est pas une fatalité, quoi. Et il y a toujours eu des tentatives de construire autrement, de faire des choses autrement. Donc de prendre ça au sérieux, de prendre ces choses-là, et notamment aujourd'hui où il y a beaucoup de réponses technologiques à des tas de problèmes sociaux, culturels et politiques, économiques, et comme si, l'imagination, elle se trouvait là-dedans. Elle se trouvait là-dedans. Notamment, par exemple, dans le musée, on dit il n'y a qu'à digitaliser. Il n'y a qu'à digitaliser, puisque voilà, la technologie est là, il n'y a pas besoin de restitution, on va tout digitaliser et puis vous le prendrez. En fait, la digitalisation, elle est très problématique pour des tas de pays qui n'ont pas accès de toute façon à ordinateur, électricité, sinon, je ne sais pas moi, 1 fois par jour, 1 heure par jour. Ensuite, en fait, il y a des musées qui se sont mis à digitaliser leur collection pour la privatiser. C'est-à-dire que même si on voulait utiliser la digitalisation d'un objet, on devrait payer. Hein, donc, en fait, finalement, c'est pas non plus une solution. Donc, comment la technologie nous répond à des problèmes et que ferme l'imagination. On n'arrive plus à imaginer, quoi. Il y a trop de choses. Et l'utopie émancipatrice, c'est de réactiver l'imagination
de dire mais non, c'est possible autrement. Alors évidemment, de casser la naturalisation des choses, de casser le c'est comme ça, de toute façon les gens, ils veulent pas, les gens, vous savez, le peuple des gens, là, et qui savent pas, ils veulent pas, donc de casser cela et de s'appuyer sur au contraire les innombrables expériences et pratiques qui émergent. Et donc post-musée, il n'y a pas il n'y a pas un modèle hégémonique comme le musée occidental, mais ça serait comment répondre au désir de préserver, de conserver, de transmettre, sans passer par ce modèle. Donc voilà, c'était ça un peu, et je donne des exemples, on pourra en parler. Bonjour à tous, bonjour madame. À vous écouter attentivement, je me demandais si le propos n'était pas in fine la décolonisation des esprits. Elle est nécessaire, mais pas suffisante pour dire cela ainsi. C'est-à-dire que il faut aussi que des choses concrètes changent. Quand je parle du musée aussi, j'en parle comme une institution totale, complète. Et je dis par exemple, il ne va pas suffire de changer ce qu'il y a sur les murs. Par exemple, il y a beaucoup de demandes, pourquoi il n'y a pas autant de femmes que d'hommes? Mais je me dis, une fois qu'on aura mis 50-50, qui nettoie le musée? Qui garde le musée? Quelle est la hiérarchie à l'intérieur des employés? Quelle est la formation des personnes qui viennent, des historiennes et historiens d'art, des conservateurs et conservatrices? Parce que sinon, donc c'est pas simplement, ça veut dire évidemment les mentalités, mais les formations, l'éducation, et puis cette question vraiment d'objet, quoi, cette question d'objet, parce que il y a une fétichisation de l'objet qui a arraché des choses qui n'avaient pas, qui n'étaient pas des objets au sens justement de ce que ça devient dans le musée, et qui pose problème, qui pose problème aussi de qu'est-ce qu'on veut et comment on veut conserver. Vous voyez, donc c'est une question très concrète. Je vous donne juste un exemple. Au Canada, donc comme vous le savez, il y a beaucoup de peuples autochtones. Et il y a des grands musées, notamment à Vancouver, il y a un grand musée d'anthropologie où énormément les missionnaires, tout ça, avaient pris des choses. Et depuis quelques années, le musée quand même s'est remis à parler avec les différents peuples autochtones de la région. On est dans la British Columbia. Et quand j'y étais, on en a discuté. Et alors les réponses, si vous voulez, de ces peuples est différente aussi l'un des autres. C'est-à-dire que la question c'est pas seulement la mentalité, c'est même de se poser des questions comme qu'est-ce qu'on veut conserver et comment. Par exemple, il y avait ces magnifiques totems qu'on voit parfois dans les films ou dans les photos, et qui ont été pris à un peuple et qui ont été posés là. Et il faut les conserver, c'est du bois. On met dehors, donc on met du pesticide, on met de l'insecticide, on rafraîchit les couleurs. Et le peuple disait, mais nous, c'était là, son dessin était d'être dehors, à la pluie, au vent, au soleil, et de finir par disparaître un jour, puis on aurait fait autre chose. Donc ça gèle quelque chose, vous voyez, ça aussi, et qui permet pas cela, alors que par exemple, il y a d'autres formes, pensez par exemple au temple au Japon, qui sont reconstruits à l'identique régulièrement. C'est-à-dire que vous croyez être dans un temple du XIe siècle, exactement comme il a été construit. En fait, il vient d'être reconstruit il y a 10 ans. Sauf qu'il a été fait de sorte qu'il ressemble. Donc il y a quelque chose là dans la préservation, c'est la préservation d'une idée, c'est la préservation d'une architecture, et pas de la chose en elle-même. Donc le musée occidental a imposé aussi des formes, des relations à la préservation, à la conservation, qui pourraient être des questions réelles, vous voyez. Tous les instruments de musique qui sont au musée du Quai Branly, quand vous arrivez, vous avez cet immense cylindre où il y a d'énormes... ils ne résonneront plus jamais. Le tambour, il est mort pour à jamais, et les instruments à cordes aussi. Et en même temps, ils ont été préservés, donc on leur a mis des pesticides, des insecticides, tout cela. Mais ça veut dire quoi d'avoir un tambour comme ça? Un tambour, c'est fait on lui chauffe la peau, comment on dit, je sais plus comment on dit, enfin, pour taper dessus, là. Les instruments à cordes, c'est pour... Et il y avait un peuple Sami à qui les Suédois ont finalement rendu un tambour sacré. Et il me disait qu'il leur avait fallu 3 ans pour que ce tambour revienne vraiment dans la communauté.
D'une part, lui enlever tous les, attendre que tous les trucs toxiques qui avaient été mis s'en aillent, refaire évidemment le son, le réintégrer dans la communauté, parce que dans la communauté, c'était pas un tambour, c'était un tambour sacré. Donc, ce que je trouve, c'est que le musée, quand on interroge, pose des questions intéressantes qui vont au-delà simplement de changer notre regard, qui nous posent les questions de comment, pourquoi, et pourquoi ces normes-là sont devenues évidentes. Dès qu'on veut faire... Ah ben, on fait un musée. Là, par exemple, il y a déjà 3 projets de musée en France. Hein. Un musée du terrorisme. Alors, qu'est-ce qu'il va y avoir dedans? Voilà. Donc, dès qu'il y a un problème social ou politique, hop, on va faire un musée. On répond par un musée. Ça pose aussi comment dire, à quoi sert le musée, finalement? Qu'est-ce qu'il vient faire? Pourquoi? Qu'est-ce qui vient boucher? Donc oui, au-delà des mentalités, évidemment, ça pose la question du monde dans lequel on vit, comment on veut vivre, qu'est-ce qu'on veut transmettre, qu'est-ce qu'on veut de génération en génération, parce que dans cette idée aussi de conservation, il y a le fait que les choses du XIe siècle ou du 5e siècle doivent être exactement pareilles aujourd'hui. Donc il n'y a pas du tout d'ouverture pour autre chose, si vous voulez. En Angleterre, aujourd'hui, il y a des fouilles archéologiques qui ont fait apparaître des objets qui donc appartiennent à, qui témoignent de la vie des Anglais. Bon, mais il n'y a plus de place pour ces objets parce que les musées sont pleins. Sont pleins de tous les objets que l'Empire britannique a volés partout. Donc la question, c'est qu'est-ce qu'on va en faire? Alors, faut-il construire un nouveau musée? Enfin, vous voyez, donc cette espèce de multiplication. Au lieu de répondre aux questions, qu'est-ce qu'on fait des découvertes, comment on fait, ça rigidifie aussi quelque chose. Quand vous avez un musée qui ouvre avec une exposition, vous n'allez pas la changer tous les 3 ans. Hein. C'est beaucoup trop cher. Donc vous faites constamment des expositions temporaires parce que tout d'un coup, quelqu'un vous dit « Ah, mais vous avez oublié les femmes à cette époque. » Oups, exposition temporaire, les femmes à cette époque ou les colonisés à cette époque. Donc il y a comment penser aussi des formes d'exposition souples qui sont ouvertes aux découvertes, à de nouvelles découvertes, aux nouveaux regards, à de nouvelles manières de voir. Ce sont des questions que je trouve qu'il est temps de se poser. On est au XXIe siècle, on sait quand même déjà de beaucoup de choses, beaucoup de travaux ont été faits et on pourrait vraiment se poser ces questions. Et c'est des questions actuelles, c'est-à-dire que si on voulait... qu'est-ce qu'on voudrait transmettre, par exemple, des luttes sociales en France des 10 dernières années? Hop, on fait un musée. Bon, alors on mettra des photos. Mais ça dira quoi? Ça dira quoi de l'espoir que ça porte, de l'énergie, de la joie, des tristesses, enfin, je veux dire, comment on restitue cela? Et c'est pour ça que dans le musée auquel j'ai travaillé, moi, j'avais pensé à un musée sans objet. Merci pour cette conférence. Vous avez cité Frantz Fanon. Et sur les médias actuellement, on entend rarement parler de Frantz Fanon. C'est pourquoi son œuvre, ses pièces de théâtre. Bonjour. Je voudrais savoir, en fait, on parle de la décolonisation des objets qui sont à restituer, mais est-ce que le premier problème n'est pas le fait qu'on a fait des objets qui sont dans les musées, des collections, des objets de consommation, tout simplement? Est-ce que la première chose dont il faudrait que les esprits arrivent à se départir, ce n'est pas simplement le fait que les objets des musées sont devenus des biens de consommation, alors que... Est-ce que c'est pas ça le fond du problème en vérité? Est-ce qu'il ne faut pas décapitaliser les esprits plutôt que leur faire admettre l'idée de la décolonisation qui est finalement incluse dans la domination de l'Occident sur les autres parties du monde? Ça c'est ma première question. Après j'ai une petite remarque à faire sur ce que vous avez dit tout à l'heure, dans le sens où le fait de la domination n'est pas naturel. Hélas, c'est tellement universel, et l'appropriation est tellement universelle pour toutes les latitudes et de toutes les époques, c'est à se demander si le fait de dominer n'est pas justement naturel. L'homme est dans la nature, parce qu'autrefois, jusqu'à Descartes, on pouvait placer l'homme en dehors de la nature. Aujourd'hui, on sait très bien que l'homme est naturel et que cette domination est naturelle. C'est aller contre la nature que de vouloir casser les processus de domination. De domination, c'est une question qui est philosophique en vérité. Voilà. C'est pas une opinion, évidemment. Pourquoi on n'entend pas parler de Frantz Fanon parce que, alors, si on pouvait
trouver une œuvre de Fanon qui serait acceptable, il pourrait être accepté. Césaire est rentré au Panthéon parce qu'on a choisi cahier d'un retour, le gouvernement a choisi cahier d'un retour au pays natal. Et surtout pas de discours sur le colonialisme, ou une saison au Congo, qui est sur l'assassinat de Lumumba, ou la tragédie du roi Christophe, qui est sur la révolution d'Haïti. Donc apparemment là il arrive pas, on n'arrive pas à lui trouver un petit coin là où on peut le transformer en gentil petit garçon. Et Césaire on l'a transformé en petit pépé, alors que c'est pas du tout un petit pépé, mais bon on a réussi à trouver comme ça un morceau. J'en parlais dans un livre précédent, c'est-à-dire à quel moment des personnes qui peut rentrer dans le Panthéon. Enfin quand je dis le Panthéon, c'est pas seulement celui qui est à Paris, hein, mais dans ceux qui sont admis. Et notamment, par exemple, Rosa Parks, elle est rentrée au Congrès, mais transformée en petite dame avec son petit sac, gentiment, voilà, alors que c'était une très grande militante, proche du Parti communiste américain. Enfin, donc c'est comment même les personnes qui entrent finalement, qui sont admises, doivent être pacifiées. Bon, sinon ça marche pas. Et puis je prenais aussi l'autre exemple de Winnie Mandela. Nelson Mandela, oui, parce qu'il est devenu aussi le grand-père de la paix, on oublie qu'il a été traité de terroriste pendant la moitié de sa vie et qu'il a passé 25 ans en prison. Et là, il se transforme en pépé gentil avec ses chemises indonésiennes. Enfin, voilà. Donc c'est vraiment, c'est des fabrications à un moment donné qui rentrent, qui n'entrent pas, qui est tout d'un coup, qui devient important, etc. Et c'est vrai que tout ça... on peut voir qui est admis et qui n'est pas admis, qui est invité à la table du maître, qui n'y est pas invité à la table du maître. Ça, c'est vraiment des fonctionnements. Sur la question oui, bien sûr, le musée fait partie du système capitaliste parce que de toute façon, il fait partie aussi du système de la propriété privée et de l'acquisition. Mais moi, je ne parlais pas que des objets de la restitution. Hein. Je parlais de toute façon, il n'y a pas que la restitution. La question, c'était vraiment l'idée même du musée. Les problèmes de restitution, on peut en parler. C'est tout à fait un peu autre chose pour moi. Il y a énormément de communication là-dessus. Il y a très peu de choses qui ont été restituées, très peu de toute façon. Ensuite, c'est restitué d'État à État. C'est très rarement restitué à la communauté ou au groupe qui le demande. Donc, de toute façon, il y a des tas de problèmes dans la restitution. Qui ne sont pas du tout réglés, qui sont présentés comme finalement, enfin, nous sommes généreux et nous rendons les choses, alors qu'il y a des tas de problèmes. Et on l'a vu même quand l'Algérie avait réclamé, comme vous le savez, des crânes d'insurgés qui avaient été décapités, dont les crânes avaient été rapportés en France. Et ils ont été rendus 24, et sur les 24, il n'y en avait que 6 qui étaient authentiques. Les autres, c'était des crânes de condamnés à mort qui étaient par là. Bon, je sais pas, il y avait une étagère avec des crânes. Bon, on en a mis 24 dans un sac et on les a envoyés en Algérie, quoi. Et donc, il y a toutes ces questions qui se posent. Il y a la question des restes humains dans les musées. Il y a des tonnes et des tonnes de restes humains. Dans les musées aussi, des tonnes de cheveux, par exemple, des montagnes de cheveux, des crânes, des morceaux de tibia, des morceaux de bras. Il y a énormément, il y a des choses assez indignes dans les musées. Et donc pour moi, la question de la restitution, d'une part, c'est de demander aux communautés ce qu'elles veulent, mais pour l'instant, ça se fait pas comme ça. Ensuite, même, par exemple, l'étude des collections, elle est pas vraiment faite de manière ouverte. Pour être faite de manière ouverte, il faudrait que Africains, Asiatiques et Américains, Caraïbéens, puisqu'il y a les objets de toutes ces parties du monde et Pacifique, facilité d'obtenir des visas pour en venir en France, ben là on rêve, hein, parce que pour un Africain, pour obtenir un visa, ouverture des archives, ouverture des collections, accompagnement, c'est ça le travail qui est fait. C'est pas simplement de prendre 3-4 objets et d'en faire une communication parce qu'on finit par les rendre, comme les quelques objets du roi Berzin, pas tous d'ailleurs, ou les bronzes du Bénin. Donc de toute façon, il y a toute une communication, comme on dit, qui est faite là-dessus, une com plutôt, avec des éléments de langage pour parler comme eux, mais qui ne répond pas du tout à la question profonde, à la fois de qu'est-ce que ces peuples veulent, et il y a des peuples qui ne veulent pas de restitution. Au Brésil et au Canada, il y en a qui disent on veut rien avoir à faire avec vous. On veut même pas entendre parler de vous. Vous avez volé, on va pas entendre parler des voleurs. Donc la restitution pose des tas de problèmes et elle est présentée comme un seul objet, une seule manière de faire, et ça pose des problèmes. Mais au-delà de ça, pour moi, le musée, c'est pas simplement les objets. De toute façon, il n'y a pas que les objets volés à l'Afrique ou à l'Asie ou ailleurs. Il y a aussi, par exemple, les frises du Parthénon que l'Angleterre refuse toujours de rendre à la Grèce.
On voit à l'intérieur même de l'Europe des inégalités entre pays. Je veux dire, l'Angleterre peut se permettre de dire ça à la Grèce. Donc de toute façon, le musée pose des questions très profondes. Sur la question du capital, il est vrai qu'aujourd'hui, il y a un marché de l'art, comme on dit, il y a des choses qui s'échangent. Il y a aussi tous les problèmes de la guerre qui continuent à permettre des trafics énormes et qui sont plus difficiles à étudier parce qu'ils vont le plus souvent dans les collections privées quand ça trafique. Donc on ne sait plus du tout où ils sont. Hein, quand l'armée américaine est rentrée à Bagdad, les musées ont été pillés, comme vous le savez, 70 000 objets. Et il y a des objets dont on sait qu'ils sont d'ailleurs exceptionnels, hein, puisqu'ils avaient été quand même répertoriés, dont on ne sait plus où ils sont, mais on ne sait pas qui les ont, mais on sait qu'ils sont dans les mains de collectionneurs privés. Donc la question du musée, on tire des fils, c'est sans fin. Et évidemment, la question aujourd'hui des musées privés, de milliardaires qui ouvrent des musées pour eux, pour leurs collections, aussi la capacité de certains milliardaires d'acquérir des collections absolument extraordinaires. J'en parle d'une collection, c'est un des fondateurs de Google, il est décédé, donc sa collection a été vendue. Elle était, pour des experts, elle était égale à une collection d'un grand musée. Donc comment il est possible qu'une personne puisse acquérir, il y a tout ça évidemment, il y a toutes ces questions de marché, d'entrée aussi, par qui sont financés les musées, qui donnent, comme vous savez, en Angleterre il y a énormément de protestations contre l'argent qui est donné par British Petroleum et qu'il y a des activistes qui ne veulent pas que l'argent du pétrole soit dans les musées. En France, il y a eu aussi Greenpeace a protesté contre l'argent de Total au Louvre. Donc oui, il y a énormément de questions de mélange entre le privé et le musée public, l'institution publique, et les questions d'argent et le rôle des fondations privées aujourd'hui dont je parle. Sur la question de les nominations, c'est dans la nature de l'homme. Alors là, il y a évidemment deux grandes écoles qui s'opposent. L'homme est un loup pour l'homme. Et le fait que finalement, et l'autre qui dit que les êtres humains peuvent aussi vivre de manière paisible. Ce que je peux dire, c'est que de toute façon, on peut dire que le capitalisme, le fascisme, toute une sorte d'idéologie renforce en tout cas et encourage la violence systémique, quotidienne, absolument quotidienne. Je veux dire, le monde est saturé de violence, le monde est militarisé. Et c'est pas le fait de l'être de l'homme là, c'est enfin de l'homme en plus. Bon bref, passons. Donc toutes ces questions, je veux dire le fait que la militarisation, le fait de l'importance des budgets militaires, tout ça, etc. Ça a à voir avec des décisions, des choix politiques. Ce sont des choix politiques. C'est pas les hommes sont comme ça. Il y a des vraiment notamment aux États-Unis, mais aussi au Brésil ou au Pérou, il y a énormément de violence constamment. Je veux dire vraiment quotidienne. Enfin, il y en a partout, mais là où il y a des groupes, notamment après l'assassinat de George Floyd et l'émergence de Black Lives Matter, qui parlent d'abolition de la prison, que la prison et de la police, parce que ça fait partie des institutions qui entretiennent la violence, qui nourrissent la violence. Et qu'il faudrait penser à autre chose. Enfin là, on rentre dans un large débat, mais je pense que c'est pas simplement l'homme est un loup pour l'homme. Bonjour. Du coup, je voulais vous poser la question de est-ce que vous pensez que les musées sont en lien direct avec la colonisation et plus particulièrement le Louvre, c'est le symbole de la colonisation française dans les autres pays ou pas? Le Louvre il est formidable parce qu'il a réussi vraiment à se présenter comme un musée universel neutre. Le lieu de la beauté. Je veux dire, si on pense à des musées de pillage, on va tout de suite penser au musée des Quai Branly, par exemple, ou au musée Guimet des Arts asiatiques. Le Louvre, il a vraiment réussi. Hein. Il a vraiment réussi à se présenter comme neutre. Et la neutralité du musée est un élément très très important de la construction de cette institution qui échapperait justement à tout ce qu'il y a autour. On rentrerait là dans le monde de la beauté, de l'esthétique. Et d'ailleurs, quand vous entrez au musée, comme ça, on se tient d'une certaine manière. Je veux dire, il y a toute une manière d'être au musée. C'est pratiquement le dernier temple du sacré. Je veux dire, dans les églises, maintenant, on parle fort, on se permet, je sais pas, il y a même des concerts de rock. Enfin,
tout fout le camp, quoi. Bon, dans le musée, non, c'est bien, c'est quand même la respectabilité, la culture du respectable, particulièrement les Louvres. On passe notre temps à faire comme ça, à saluer comme ça devant chaque peinture. Et même l'organisation du Louvre, c'est intéressant aussi de voir quels sont les tableaux qui sont les plus regardés aussi, par exemple. C'est évidemment Mona Lisa, bon, la Joconde, alors là c'est impossible, mais aussi le Sacre de Napoléon par David. Et quand j'avais fait des visites au Louvre, je faisais des visites au Louvre qui s'appelaient L'esclave au Louvre, une humanité invisible. J'ai commencé en 2012, j'ai fait ça pendant plusieurs années. Alors, la question, justement, pour répondre à votre question sur la colonisation, à l'époque, j'étais au comité pour la mémoire et l'histoire de l'esclavage et la question de l'esclavage commençait un tout petit peu à être discutée quand même en France. Et beaucoup on me disait, oui, mais nous, on n'est pas descendants de propriétaires d'esclaves, on n'a rien à faire avec ça. C'est bien, c'est pas bien, mais on n'a rien à faire avec ça. Alors, donc, pour moi, je me suis dit, bon, comment je vais leur montrer qu'on n'a pas besoin d'être responsable directement pour que, quand même, on vive dans un monde qui a été fait par ça. Donc, mon idée, ça a été d'aller voir au Louvre les tableaux dans lesquels les objets de l'esclavagisme apparaissaient. C'est-à-dire à quel moment, pour la première fois, on voit des tableaux représentant un homme fumant une pipe. C'est-à-dire à quel moment la représentation du moi masculin, bourgeois, aristocrate en Europe consiste à se montrer en train de fumer. C'est-à-dire que le tabac est quand même rentré vraiment plus profondément dans les mœurs. Et c'est fin du 7e. Avant, vous ne voyez pas de tableau tellement avec des gens qui fument, enfin des hommes. Très peu de femmes fument dans les tableaux. D'ailleurs, très peu de femmes vont fumer en public en Europe. Et alors, on allait, une fois que j'avais repéré ça, quels sont les tableaux où on voit des sucriers, des cafetières, des tasses à café. Bon, parce qu'il y a le café, donc il y a tout ça qui revient et qui entre à la fois dans les arts décoratifs et dans la représentation. Donc là, c'était une manière de dire qu'au Louvre, parce que quand je suis allée voir les conservateurs du Louvre et que je leur ai dit ça, ils m'ont dit « mais on n'est pas un musée de l'esclavage ». Parce que justement, cette vision, c'était là, il y a le musée de l'esclavage, là, il y a le musée de ci, il y a là le musée de ça. Et moi, c'était non, mais évidemment que le Louvre n'est pas un musée de l'esclavage. Mais l'esclavage y est. Il apparaît de cette manière. Donc, quand est-ce qu'on voit... il y a beaucoup de tableaux, notamment avec quand le café, on voit des dames aristocrates qui ont la tasse de café avec un petit morceau de sucre pour mettre dedans. Ça fait partie, parce que c'était des symboles de richesse et de statut social. Donc c'était aussi de voir la pénétration. C'est plutôt aussi de voir, c'est pas l'objet directement, mais comment la colonisation esclavagiste revient dans l'Europe et change les mœurs, les coutumes sociales, les manières de recevoir. Les gens commencent à dire bah, tu veux un café, la pâtisserie. Je veux dire par exemple le fait que quand j'avais fait ces visites, j'avais beaucoup étudié les choses. À partir du quand par exemple apparaît le gâteau de mariage, parce qu'avant il n'y a pas de gâteau de mariage, parce que le sucre se met à remplacer le miel, ça devient important. L'émergence de la pâtisserie comme vraiment quelque chose à part. Tout cela, en fait, finalement, c'est parce que les colonies envoient du sucre, du café, du chocolat, du coton, etc. Et puis, c'était intéressant parfois sur des tableaux de voir à la fois ce qui venait de l'Asie, par des tapis, voilà, donc l'orientalisme qui arrivait. Puis là-dessus, il y avait une théière ou une cafetière. En fait, c'était ça aussi. Donc, en fait, dans le Louvre, il y a de la colonie, mais pas au sens que nous, on le pense. Il y avait des tableaux d'un peintre hollandais qui accompagne un prince de Hollande, un prince d'Orange, au nord-est du Brésil, parce qu'à un moment donné, le nord-est du Brésil a été une colonie hollandaise. Et une plantation, tout ça. Et il accompagne ce prince, il y a deux peintres. Il était très jeune, Jan Post, il était très jeune à l'époque, et il fait toute une série de tableaux. Et le prince en offre toute une partie à Louis XIV, donc il y en aura à Versailles, puis qui se finissent au Louvre. Mais la question étant, c'est des grands paysages, très très beaux, qui apportent l'exotisme, comme on peut dire en Europe, parce qu'il y a des animaux que les Européens n'ont jamais vus, des plantes que les Européens n'ont jamais vues. Et il y a une plantation avec des Noirs qui marchent. Mais rien ne vous dit que vous êtes en train de regarder une plantation. L'esclavage est devenu un paysage, c'est un décor.
Et rien ne vous montre. Donc la question était comment, évidemment, même la peinture avait contribué à l'effacement. Non pas que Yann Posse avait dans la tête « je vais effacer », mais parce que pour lui, c'était comme ça. Donc c'était aussi, justement pour revenir à la question du naturel, comment ça avait été naturalisé, quoi. Je veux dire, moi je regarde, et quand je faisais ces visites, les gens voyaient un paysage. Je disais, qu'est-ce que vous voyez? Un paysage. Et avec l'idée que au Brésil, il y a toujours eu des Noirs. Et alors quand je leur disais, mais non, il n'y a jamais eu toujours... Non, mais parce que dans la tête des gens, le Brésil, c'est le carnaval, tout ça. Donc il y a toujours eu des Noirs. Et quand vous leur dites, mais non, ça c'était des esclaves, que les Hollandais, puis ensuite les Portugais, enfin bon, tout un tas. Donc c'était aussi, si vous voulez, comment vous pouvez tirer des fils dans en fait, dans ce qui est présenté comme étant art du XVIIe siècle ou je sais pas quoi, où en fait, finalement, le monde, il revient. Le monde dans lequel il est là. Il peut pas... et c'est très différent de toute la peinture auparavant, qui est une peinture surtout religieuse, 15e, ça. Et on voit vraiment à partir du 15e apparaître les objets qui viennent d'ailleurs, notamment par tapis, tapisserie, icate de soie, café, sucre. Et c'est là que vous pouvez donc montrer des choses que finalement on vous a enseigné à ne pas voir. C'est-à-dire vous voyez le tableau mais vous ne voyez pas. Vous voyez, le musée aussi vous apprend à voir sans voir. Parce que vous voyez de belles choses mais vous n'allez pas plus loin. Vous voyez, et ça c'est vraiment... Parce qu'en fait dès que vous commencez à regarder différemment, vous voyez des tas de choses. Et c'est vraiment... j'ai juste un moment. Je voulais vous donner un autre exemple. J'ai été invitée au musée de Rueil-Malmaison. C'est là que Bonaparte et Joséphine ont vécu. Bon, on m'a demandé de faire une animation. Et parce qu'il y avait le tableau de David, Napoléon franchissant les Alpes. Et enfin, en face, il y a un tableau de Kehinde-Wiley, qui est un peintre africain-américain, qui avait fait la même chose, mais c'est un noir sur un cheval, et habillé comme aujourd'hui. Bon, enfin, peu importe. Donc, les deux tableaux étaient face à face. Et donc, on m'a proposé, j'ai dit, si on fait quelque chose, c'est à propos de Haïti, parce que quand même, voilà. Non. Alors, il y a eu l'association des Amis de l'Empereur, qui n'a pas beaucoup apprécié, mais bon, voilà. Parce qu'il y a une association des Amis de l'Empereur. Donc, la question, c'est on visite le musée, et au dernier étage est reconstituée la chambre où est mort l'empereur, à Sainte-Hélène. Donc, petit lit, tout ça, tout le monde passe, tout ça. Et le discours, c'est plutôt les méchants anglais, les terribles exils, tout ça. Bon, pourquoi bon, enfin. Mais je regarde, c'était la première fois que je visitais le musée, et il y a des paravents chinois et des meubles chinois. Alors je m'arrête, je suis stupéfaite, je dis, mais Napoléon, il était intéressé par le mobilier chinois. Je veux dire, c'est la première fois que je voyais ça, parce que dans le mobilier, c'est en général des aigles dorés, bon voilà, partout. Donc j'étais un peu étonnée, et je demande donc à l'équipe du musée, mais pourquoi il y a des paravents, très beaux paravents, et des fauteuils? Ah ben on ne sait pas. Cette chambre a été reconstituée à l'identique depuis des années. Et donc, tout le monde passait devant sans se demander, mais pourquoi il y a des paravents chinois et des meubles chinois dans la chambre de Napoléon? Donc, personne ne savait. Donc, moi, je rentre chez moi et je me mets à chercher. Et en fait, ce que j'apprends, c'est... Alors, Sainte-Hélène, vous voyez, c'est au milieu de l'Atlantique, c'est perdu comme tout. On ne pouvait pas y aborder avec des canaux, tout ça. Bon, les Anglais l'avaient mis là parce que sinon, il passait son temps à s'enfuir. Et en fait, les Anglais avaient amené des Chinois de la Chine, de l'autre côté, là, pour les faire travailler comme travailleurs, travail forcé. Donc, tout le chemin, là, ils se retrouvaient, et c'est pour ça qu'il y avait des meubles chinois. Et en fait, le jardinier de Napoléon était un Chinois à son exil. Tout ça disparaissait. Alors que je trouvais que c'était intéressant, puisque ça montrait que même cette petite île perdue, elle était prise déjà à cette époque dans une globalisation de la colonisation. Et il y avait aussi des esclaves de Madagascar et d'Afrique de l'Est, que les Anglais avaient aussi mis de force. Et donc je trouvais que c'était aussi intéressant que cet empereur qui avait rétabli l'esclavage, qui avait fait le code civil, rendant les femmes complètement domestiques, finisse sa vie au milieu de Noirs et de Chinois. Je trouvais ça quand même assez ironique. Mais tout ça disparaissait. C'est ça que je veux dire, qu'on voyait la chambre, mais on ne voyait rien. On ne voyait que l'histoire de la chambre où est mort l'empereur. C'était ça qui dominait. Donc après, vous ne regardez plus autour. Donc c'est aussi pour moi visiter le musée en réapprenant à regarder.
et attirer les fils. Pourquoi? Mais pourquoi c'est là, ce truc-là? Qu'est-ce que ça fait là? D'où ça vient? Comment? Et pas seulement, ah oui, ça a été pris. Non, quel était cet objet dans son environnement? Qu'est-ce qu'il est venu faire? Qu'est-ce que ça raconte? Qu'est-ce que ça témoigne aussi, justement, de la violence de la globalisation coloniale? D'abord, merci pour votre présence et la curiosité que ça éveille chez nous. Votre curiosité soulève la question de la curiosité qu'on peut éveiller chez les jeunes et les enfants à l'école concernant l'apprentissage de l'image. Dr Benjamin disait les analphabètes de l'avenir sont pas ceux qui ne savent pas écrire, mais pas ceux qui regardent la photographie. J'arriverai ça à la question de l'image. On est à la fois dans le paradoxe de la googlisation de l'image avec une grande précision. On met à l'écart le rapport à l'image, la présence de l'image, on voit plus sur l'écran que dans le monde réel du musée, mais il n'y a toujours pas d'apprentissage réel de l'image. Ce qui amène à des choses consternantes, comme des gens qui, soudain, en voyant un dessin, une photographie, vont se jeter sur quelqu'un en disant que c'est un barbare ou Vous avez raison sur la question de l'image. Comme on le sait, la photographie a été extrêmement importante dans la construction d'un monde avec l'idée de civilisation supérieure et des civilisations inférieures. L'invention de la photo et du cinéma ont été essentielles, ont été fondamentales. Et ce n'est aussi pas par hasard que les peuples l'ont compris et ont essayé de s'en saisir aussi pour faire des contre-images. On sait par exemple, surtout sur le continent africain, il y a tout un cinéma évidemment extrêmement important et une photographie importante, et notamment le cinéma qui vraiment se crée pour proposer des contre-images. Vraiment, contre-images montrant aussi des personnes dans des situations tout à fait, je sais pas moi, quotidiennes, une histoire d'amour, un chagrin. Je veux dire, c'est pas simplement donc des histoires africaines qu'on ne sait même pas ce que ça voudrait dire. Et aujourd'hui, évidemment, aussi avec la possibilité maintenant de fabriquer de l'image fausse, quoi, avec l'intelligence artificielle et tout, on va être face effectivement à un manque d'éducation totale. C'est-à-dire l'image, elle est prise pour ce qu'elle est. C'est comme si, l'image, c'est la vérité, la photo, c'est la vérité. L'image, c'est la vérité. Donc ça, oui, je suis d'accord avec vous, on est submergé, on voit aussi comment les images comptent plus qu'autre chose, et en même temps, comment des images ne disent rien vraiment. C'est-à-dire, il y a des images qui provoquent l'indignation, et puis après on passe à autre chose, mais finalement, ça tient pas. Je veux dire, l'image elle joue un rôle à un moment donné, comme l'image du petit enfant turc sur la plage, la noyée, il y a 5-6 ans, je me souviens. Enfin bon, bref, vous voyez de quoi je parle. Et puis finalement, c'est passé, on passe à autre chose. Mais surtout, il y a aussi aujourd'hui, enfin c'est pas aujourd'hui, on voit que certaines situations ne peuvent pas être transmises par l'image et qu'elles ont besoin du récit. Par exemple, les luttes de femmes de ménage, et bon, de montrer sans fin des images de femmes avec un balai n'allait pas particulièrement faire comprendre de quoi il était question de leur exploitation. Donc elles ont parlé, elles ont raconté, et c'était beaucoup plus fort. Donc pour moi, je pense qu'effectivement, il faut y avoir une éducation à l'image, mais aussi multiplier les formes de démonstration, les formes de narration, parce qu'on est face à un flot. Il y a une capacité de reproduction extraordinaire aujourd'hui, une rapidité aussi, auquel il est difficile de répondre. Ça, face à cette rapidité, cette économie de la rapidité, cette reproduction, c'est vrai que parfois on se dit ça va être difficile de contrer tout ça. Bon, mais enfin, faut tenir. Ouais, j'aimerais que tu reviennes sur la question de la restitution des œuvres d'art. Donc, en 3 questions. Alors, ce que tu en penses, toi? Il y a eu ce rapport Fellini-Sarr et Bénédicte de Savoie qui n'a pas donné grand-chose, une espèce de mascarade. Et puis, est-ce que tu rencontres des directeurs de musées depuis que tu as sorti le livre? Qu'est-ce qu'ils en pensent? Est-ce que ça bouge?
Non, les directeurs de musée. Je ne peux pas dire qu'il y a une accumulation de coups de fil. Pas du tout, non. Bon. Mais enfin, alors, sur la question des restitutions, moi je suis pour les restitutions, mais justement, en même temps, les questions que je posais, c'est-à-dire, il y a aussi des communautés qui ne savent même pas que leurs objets sont là. Je veux dire, et donc comment on va vraiment faire de la restitution, tu vois? Parce qu'il y a un côté aussi où, comme tu le disais, quand tu parles de mascarade, où il y a certains musées européens aujourd'hui qui se défaussent de la question profonde en disant ben, on va rendre les objets. Alors, comme tu le sais, beaucoup de restitutions d'objets s'accompagnent de conditions. Est-ce que vous avez le musée adéquat? Est-ce que vous avez les conservateurs qu'il faut? Est-ce que vous savez conserver, préserver, etc. Donc, de toute façon, c'est déjà évidemment complètement compliqué. Alors que, par exemple, moi, je me disais, mais enfin, si on prend, je sais pas, 100 objets et que les gens veulent en faire un bazar, mais ça les regarde. C'est parce que cette transformation d'objets en objets d'art qui doivent être maintenus à toujours, c'est vraiment une invention européenne. Donc, qu'est-ce que les gens veulent en faire? Il y a aussi un côté, il faut aussi casser cette normalisation, tu vois, de c'est comme ça que les objets doivent être. Comment vont-ils être vraiment restitués? Et pour l'instant, ils sont restitués en tant qu'objets de musée, et pas autrement. Donc, il n'y a pas vraiment de restitution, si tu veux. C'est comme si, bon, je t'ai volé quelque chose, et j'en ai fait un objet dans mon salon. Alors toi, c'était quelque chose dans ta cuisine. Tu veux le reprendre pour le remettre dans ta cuisine? J'ai dit non, pas du tout, pas question. Tu ne le mettras pas dans ta cuisine, je te le rends que si tu le mets dans le salon. Mais tu vas me dire, mais ça ne te regarde pas. Je fais ce que je veux. Et bien c'est ça, si tu veux. Il y a quelque chose où le voleur est en train d'imposer des conditions de retour à la personne qui a été volée. C'est assez extraordinaire. Hein. Mais ça peut se faire parce que justement, à cause de ce non-objet, qui est très compliqué, parce que même moi je le dis, alors que je trouve ça très problématique, parce que ça recouvre des tas de choses, quoi. Ça recouvre des restes humains, ça recouvre des tableaux, des objets en bois, des objets en pierre, je veux dire, c'est énorme, tu vois. Donc même le terme d'objet, on devrait aussi faire attention. Moi, j'avais visité, comme tu sais, le musée de Tervuren à Bruxelles, qui est ce musée qui était la propriété privée de Léopold II. C'est-à-dire Léopold II, vous savez, le Congo était sa propriété. Ce n'était pas une colonie belge, c'était sa propriété. Et après, il l'a vendu à la Belgique, parce qu'on ne fait jamais de petits bénéfices. Hein. Alors là, il y a 150 000 objets qui ont été volés au Congo. Et quand vous visitez, moi j'avais visité les collections, tu as l'impression qu'ils sont partis, mais dans la moindre maison, dans le moindre village, et ils ont tout ramassé, tout ramassé. Donc tu n'as pas 10 têtes d'antilope, tu as des centaines de têtes d'antilope. Mais à quoi ça sert? Tu vois, donc cette idée aussi d'accumulation. Tu n'as pas quelques flèches, tu as des dizaines et des dizaines de milliers de flèches, des dizaines et des milliers de boucliers. C'est très, très, ça te donne le tour. C'est très, très perturbant comme visite. C'est très, très, très perturbant. Il y a quelque chose de vraiment problématique. Donc la question de la restitution, c'est à des Congolais, mais quand on dit les Congolais, je veux dire celui qui est, je veux dire il y a plusieurs régions comme tu le sais, donc quelle région, comment on va toucher, tu vois, ça va être la discussion d'un État avec l'État. Donc comment après ça sera restitué aux communautés, on ne le sait pas, on ne le sait pas. Donc et ces communautés savent-elles que ces objets sont là? Qu'est-ce qu'elles vont en faire? Et en fait, toutes ces questions se posent dans la question de la restitution, la question de financement. Est-ce que les musées européens sont prêts à financer tout ce processus qui amène à ça? Et puis, je le disais, il y a des communautés qui ne veulent plus, qui veulent absolument pas avoir, qui veulent maintenant faire autre chose. Il y a plusieurs, par exemple, dans le musée de Vancouver, sur la question de la restitution, il y a eu plusieurs réponses. Il y a des peuples qui ne voulaient rien, qui disent bon, on veut même pas vous parler, vous ne venez même pas chez nous. Il y en a d'autres qui disaient on veut pouvoir venir et prendre les objets quand on a besoin de faire des cérémonies. Il y a des salles pour ça. Et ils seront rendus quand tout le rituel est passé, que les objets ont été, que toute l'énergie a été enlevée, tout ça. Il y a d'autres objets où les peuples n'ont pas encore décidé s'ils voulaient les montrer ou pas. Donc tu as le cartel, mais tu n'as pas l'objet. L'objet est caché. Parce qu'ils sont encore en train de discuter, ils ne savent pas, et il faut que ça prenne le temps. Il y en a d'autres où... alors, il y a des objets, j'avais vu, il y avait des objets qui avaient été vendus par un chef d'un peuple, parce que le peuple était en train de mourir de faim, et il s'est dit, si je vends ça à des missionnaires, ça va donner il y aura un peu d'argent, je pourrais sauver ma communauté.
et dont les descendants l'apprennent et disent ben, on veut respecter ce qu'il a fait, parce qu'il a fait pour sauver son peuple, donc on ne veut pas, nous, être celles et ceux qui aujourd'hui disent ah non, c'est pas bien, mais ce qu'on veut, c'est faire quelque chose qui explique ça, et qui explique donc pourquoi ça a été enlevé. Il y en a d'autres qui disent mais comment on va faire, parce que entre le moment où c'est enlevé et aujourd'hui, se sont passées des décennies, et nous avons été privés de ces objets pendant ces décennies. Nous sommes passés à d'autres choses. Et vous nous avez en plus donné des objets dont on n'a pas besoin en plastique et choses. Donc il y a aussi cette question que la restitution, c'est aussi tout un travail de réappropriation que les musées européens souvent ne pensent pas, parce qu'il suffit de redonner, j'ai redonné, bon ben c'est bon là, vous n'avez pas encore m'embêter. Et de toute façon aussi, je pense que vu le nombre d'objets dans les musées européens, comme Felwinsar et Bénédicte Savoie parlent de 90% du patrimoine africain hors du continent africain. La tête tourne. Et puis l'Asie, évidemment. Il y a l'Asie. Hein, il y a eu le pillage du palais d'été par les troupes allemandes, françaises, tout ça. Il y a eu le pillage d'Angkor. C'est énorme. C'est énorme. Le musée Guimet, c'est que... Il n'y a pas un objet qui est acquis, honnêtement. Donc, il y aura, je pense qu'à un moment donné, il y a quelque chose comment ça va se faire, et est-ce que la question pour les autres, pour les pays qui reçoivent ça, de construire des musées ou de penser, d'imaginer autre chose aussi, de faire quelque chose, parce qu'il y a quelque chose de l'institutionnel qui se poursuit, et donc qui se refabrique là-bas. Alors que la question de la décolonisation, c'est aussi de fabriquer de nouvelles institutions, des institutions qui ne soient pas le copier-coller. Donc moi, je suis entièrement pour de toute façon, par le principe de la restitution, oui. Il n'y a même pas de discussion, ah oui, mais ils ne savent pas conserver, ils ne savent pas quoi faire avec ça. Mais tu as encore aujourd'hui des gens de musées qui te disent, mais si on rend ces objets, ils vont être perdus pour l'humanité. Et encore aujourd'hui, c'est pas ce qu'ils se disaient au XIXe siècle. Donc il y a un côté de nous sommes les détenteurs de cette beauté, nous ne pouvons pas la rendre, parce que ces gens-là ne savraient pas qu'en faire. Et ben pour moi, ce n'est pas seulement la question de beauté, c'est cette notion de la beauté de l'humanité entre vos mains, qui est aussi à questionner. Et évidemment, tout ça, comment ça a été acquis, les missionnaires, les soldats, les officiers, les colons, les administrateurs, les explorateurs. Et on sait qu'ils volaient, puisque quand on relit même Michel Léris sur son voyage en Afrique, il dit qu'ils volent. Et que par exemple, il y a un objet, le chef ne veut pas leur donner, et ils vont dans la nuit. Et ils rentrent dans la maison pour voler l'objet, ils partent en courant. Et l'idée que ces problématiques n'entrent pas. Récemment, j'étais dans une discussion et on me dit, oui, mais enfin quand même, au moins c'est gardé. Les gens peuvent venir les voir. D'abord, je ne vois pas comment tous les Cambodgiens peuvent vraiment se payer un voyage pour venir au musée Guimet voir les objets de voler au Cambodge, déjà. Mais en fait, la question n'est pas là. Je leur disais, mais alors, on imagine... Alors, au XIIe siècle... alors, disons non, plutôt au XVIe déjà. Bon, voilà. Au XVIe siècle, il y a des Cambodgiens qui sont venus en France et puis ils ont arraché toutes les statues de Notre-Dame, toutes les statues de toutes les cathédrales. Ils ont ramené ça au Cambodge. Il y a un très, très, très beau musée à Phnom Penh. On peut aller le voir. Il y a Sainte-Anne, XIIe siècle, cathédrale de Paris, Sainte, je sais pas quoi, enfin, tous les Saint-Machin, là, etc. Je dis, vous penseriez quoi? Ah non, c'est pas possible. Je dis, mais c'est exactement ce qui a été fait. C'est exactement ce qui a été fait. Et donc, ces statues qui sont dans les églises devant lesquelles vous venez prier, brûler un cierge, ces statues qui ont été volées, les gens venaient devant, faisaient leur offrande, leur offraient des fleurs, de la nourriture, leur présentaient les laver avec du lait ou de l'huile, enfin, comme tu sais, toute une série de choses. Elles étaient les statues, déesses et dieux, elles étaient dans toute une série de relations et elles sont arrachées de leur temple. Et elles sont posées là, et elles deviennent des morceaux de pierre. Magnifiques, absolument magnifiques, qu'on admire. Mais elles ne sont plus... Donc, comment tu vas refaire ça? Parce que même si, disons, ces statues seraient restituées, elles ne pourraient pas revenir dans leur temple. Elles ne pourraient pas revenir dehors. Or, elles étaient là pour être dehors, pour être abîmées au bout d'un moment, évidemment. Tu vois? Donc, il y a aussi cette question de la conservation qui fait que tu transformes tout en objets qui doivent être là
mort, quoi. Je dirais pour l'éternité, tu vois. Avec double race, et ils m'ont donné un symbole en bois de la féminité avec des scarifications là. Il y a eu des Africains du Cameroun qui ont su que j'avais ce visage en bois de la féminité. On me l'a réclamé. J'ai bien réfléchi et j'ai dit non, je ne le rends pas. Il est à moi. Ce sont des amis qui me l'ont donné. Je représente l'Afrique où je n'ai jamais mis les pieds, mais mon père est allé. Et mes meilleurs amis sont des Africains jusqu'à maintenant. Et donc, c'est chez moi. Et j'ai un autre tableau aussi. Après, je me suis mise à l'architecture. Pour le moment, je suis incapable de sculpter. Peut-être un jour je pourrai. Mais le fait de dire à des gens, vous êtes riches, mais vous ne le savez pas. Et j'avais une cousine avec une qui était rentrée chez les petites sœurs de Pau. Elle est partie comme religieuse face à l'abbé Pierre en Centrafrique, et avec une jeep, elle portait les médicaments, elle faisait les piqûres, elle soignait les gens, elle y restait 17 ans. Et il y a eu un conflit grave, et elle m'a dit, je dis comment ça s'est passé, parce que moi j'étais tentée d'y aller là-bas. Je ne connaissais pas mon compagnon. Alors elle me dit, ne m'en parle pas, c'est une catastrophe. Ils ont détruit les hôpitaux, les écoles. On avait mis tant d'années à reconstituer. Et qu'elle est moderne, elle a 83 ans. Elle s'est mariée avec un Européen. Et elle m'a dit, il faut qu'il me reste des forces pour faire les vitres, pour faire la cuisine. Je n'ai jamais baissé les bras. Et je lui ai dit, si tu n'avais pas rencontré André, qu'est-ce que tu aurais fait? Alors elle m'a dit, je serais retournée en Afrique. Et elle continue à faire des conférences comme vous. Elle va à Paris, à droite, à gauche, et elle est libre, mais c'est dur. Je parlais des objets dans les institutions. Je sais que des gens ont aussi énormément rapporté d'objets. Il y a des tas d'objets. Il y a aussi... mais la question que vous posez, que vous ne vouliez pas rendre cet objet aux gens qui vous le réclament, aux Camerounais qui vous le réclament, ça, c'est évidemment, c'est comme ça que vous le voyez. Mais il y a quand même des questions qui se posent du fait que ça a été possible pour des gens, essentiellement des Européens, d'aller dans ces pays et de rapporter des choses. Je veux dire, ça, c'est quand même une question qu'on peut quand même se poser. Je veux dire, même si elle ne l'a pas fait de manière complètement violente, brutale et malhonnête, il y a quelque chose que tout ce qui va du sud vient vers le nord. Je veux dire, et dans l'autre sens, c'est ce qui va dans l'autre sens, c'est en général n'importe quoi. Je veux dire, c'est d'abord, il y a toutes les ordures qui y vont. Donc ça pose des questions, évidemment, de dire maintenant c'est à moi, je ne veux pas la rendre. Bon, bah, vous le dites, mais moi je pose cette question de tout ce de ce qui a autorisé cela, de ce qui a rendu ça possible, que effectivement votre cousine, enfin, excusez-moi, je me souviens plus, mais par exemple toutes ces religieuses qui ont pu aller, qui sont allées là-bas, alors dont on dit qu'elles ont fait le bien, mais la question était pourquoi pourquoi il n'y avait pas de formation dans ces pays pour que les femmes elles-mêmes du pays puissent se faire cela. Je veux dire, la première sage-femme qu'il y a, je crois, au Cameroun, c'est très tardivement, donc il y a quand même je veux dire, pour moi, c'est pas une question de personne, c'est pas telle personne ou telle personne. Bon, encore qu'il y a des personnes qui, de manière, je veux dire, qui sont des crapules, mais ça c'est autre chose. Je veux dire, il y a des soldats ou des colons ou des administrateurs. Mais la question n'est pas là, c'est la structure qui permet ça. Je veux dire, c'est la manière dont le monde est organisé qui permet ça. Je veux dire, c'est que le monde, il appartient aux Européens.
Je veux dire, les Européens peuvent voyager dans le monde. Je crois qu'il y a peut-être 3-4 pays où ils ont besoin de visa. Elle et il, dont moi d'ailleurs, hein, je ne me mets pas en dehors. Je veux dire, il y a quand même quelque chose de problématique. C'est de ça que je parle. Je veux dire que comment, s'il y a des musées aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu ce pillage. Il n'y aurait pas ces musées. Ils ne seraient pas aussi riches. Ils ont des collections prestigieuses qui rejettent sur le prestige de la nation et de l'État. Je veux dire, la France, c'est le Louvre. L'Espagne, c'est le Prado. L'Angleterre, c'est le British Museum. New York, c'est le Met. Je veux dire. Et ça, ce qu'il y a dedans, c'est pas arrivé comme ça. C'est pas. Je veux dire, le prestige de leur collection, il est fondé sur le pillage. Je veux dire, c'est parce que, je veux dire, ils n'auraient pas pu acquérir tout cela. De toute façon, il n'y a pas de raison que les gens leur auraient donné ça. On n'allait pas donner des déesses, des dieux, des personnes qui, justement, je redis encore des choses parce que je ne trouve pas d'autres mots, qui existaient autrement que comme morceaux de pierre ou morceaux de bois ou tapis sur lesquels on ne marchera plus. Je veux dire, ces objets, c'était des objets dans lesquels les gens... je veux dire, je sais pas, moi, c'est comme si on venait chez moi, on me prenait tout, et puis finalement, ça se retrouvait sous des vitres, sous des vitrines. Mais ça, c'était, je sais pas, moi, c'était le coussin sur lequel je m'asseyais. Donc, il y avait aussi cette transformation d'objets, qui sont des objets qui ont un sens, qui font partie de la vie de femmes et d'hommes et qui tout d'un coup deviennent des objets inanimés. Et même la notion d'art est une notion coloniale. C'est une notion coloniale. Je veux dire, pourquoi décide-t-on que c'est de l'art? Mais donc, il y a effectivement profondément un problème que pose la possibilité, la colonisation a permis que des milliers et des milliers d'objets reviennent en Europe par des colons, des missionnaires, des marchands, des tas de gens. Je veux dire, les gens, ils allaient là, ils prenaient. De toute façon, la relation était totalement asymétrique. Alors évidemment, les gens, ils n'avaient pas de possibilités, ou par exemple, ils avaient besoin d'argent, ou finalement... Mais quand vous interrogez des personnes qui viennent dans les musées, des personnes qui viennent d'Afrique ou d'Asie, récemment j'ai rencontré une délégation d'Indonésiens, ils sont stupéfaits de ce qu'ils voient. Ils me disent, ils sont allés au musée Guimet, ils étaient atterrés, quoi. Ils sont sans voix. Je crois qu'on n'imagine pas ce que ça fait à ces personnes. Je pense qu'il faut un peu imaginer ce que ça fait. C'est-à-dire de voir son monde transformé en rien, quoi, en quelque chose d'éloigné. Il faut voir que ce n'est pas simplement un objet qui passe d'une main à l'autre, c'est qu'on arrache quelque chose, on arrache tout un monde de sentiments, d'affects, de choses qui prenaient sens, et on l'arrache et on le met dans quelque part. Après, aujourd'hui, comme il y a quand même eu des rapports, puis il y a eu beaucoup de protestations, hein, en fait, les États africains, dès les années 60, réclament le retour des objets. Pareil, l'Asie aussi réclame des objets. L'Asie, elle, rien du tout, hein, alors pas du tout, il n'y a pas de retour. Et donc, les objets sont poussés quand même un peu à revoir les choses, mais résistent énormément parce que cette idée que nous sommes les détenteurs du beau et que nous les avons préservés depuis je ne sais combien de siècles et que sinon ça ne resterait pas là et qu'on ne les verrait pas, est très, très, très profonde, très ancrée, très ancrée. Et cette question de détenteur de l'universel est quand même une notion totalement coloniale pour moi, totalement coloniale. Oui, une question alors, qui n'est pas liée directement au musée, à la spoliation, mais qui est liée à la décolonisation et à l'image. Nous sommes dans une ville dont l'histoire n'est pas complètement indépendante de l'histoire de la colonisation. Et dont l'espace public est plein d'images qui témoignent justement de périodes avec des stèles, des noms de rues, des endroits, des bas-reliefs qui sont liés justement à ces périodes et qui sont encore honorés aujourd'hui. Et je voulais savoir quelle était votre position sur le déboulonnage. Et moi, pour compléter, j'aimerais que vous développiez, s'il vous plaît, ce que vous avez commencé à aborder tout à l'heure, c'est-à-dire le musée sans objet. Les déboulonnages, je suis pour. Mais je suis pour parce que
quand il y a eu, j'ai écrit ce livre là qui s'appelle De la violence coloniale dans l'espace public. Quand il y a commencé à avoir les déboulonnages, alors comme on le sait, en fait, ils ont commencé avant même le déboulonnage d'Edward Colson à Bristol, qui a vraiment été le premier grand déboulonnage après le meurtre de George Floyd. Mais quelques jours auparavant, il y avait le déboulonnage de 2 statues de Victor Schœlcher à la Martinique par des jeunes martiniquaises et martiniquais. Et j'avais trouvé ça intéressant parce que Victor Schœlcher, c'est pas un esclavagiste, c'est pas voilà, c'est un républicain qui s'est battu pour le droit de vote des femmes, qui quand même a beaucoup, s'est aussi quand même battu pour que l'abolition soit définitive en 1848, parce qu'en 1848, il y avait encore des républicains qui voulaient que ça soit progressif, qu'on prenne encore 10 ans, quoi. Lui, il a dit, bon, quand même, il y en a déjà eu une en 1794, elle a été, bon, Napoléon a rétabli en 1802, il faudrait peut-être qu'on en finisse, quoi. Bon, voilà. Mais donc, c'est vraiment le républicain bon teint, et je trouvais que c'était intéressant parce que justement, ce que les jeunes martiniquaises signalaient, c'est que l'abolition n'avait pas été vraiment accomplie. Ce que les Noirs américains appellent les après-vies de l'esclavage, c'est-à-dire ce qui reste après l'esclavage. Le racisme, les inégalités, pas le même accès à la santé, à l'éducation, à la formation, qui détient la terre. Donc j'avais trouvé ça intéressant. Et sinon, alors comme vous le savez, il y a eu tout de suite des réactions terribles hein, dans tous les gauches-droites en disant ça efface l'histoire. Et moi, une statue ne dit pas l'histoire. Une statue n'a jamais dit l'histoire. Toutes les statues sont des choix politiques. Il faut étudier à quel moment le statut est mise, qui l'a demandé. Je peux vous dire qu'à Paris, je n'ai jamais trouvé de pétition de Parisiennes et de Parisiens demandant que la statue de Gallieni soit posée à l'école militaire. Jamais. Ou la statue de Lyautey. Je n'ai pas trouvé. De toute façon, quand vous voyez en bas, vous voyez don de la Ligue maritime coloniale pour Gallieni. Ou don, je veux dire, donc vous voyez que ce sont des choix politiques. Et ce sont des choix politiques aussi, c'est intéressant de voir à quel moment il y a la demande de ces statues, de ces monuments, à quel moment ça arrive. Donc, par exemple, le monument Marchand qui est en face du musée de l'immigration à Paris, Jean-Baptiste Marchand était un explorateur, un officier, colonial, qui a fait la jonction entre le Congo et le Nil, entre 1896 et 1899. Et le chemin qu'il a pris, c'est semé de sang, de massacres. C'était absolument terrible. Et il meurt en 1904, et tout de suite, il y a une demande qu'un monument lui soit érigé par des organisations coloniales. Ça prend du temps. Alors, il y a un comité qui est créé, il y a Pétain dans le comité, tout ça, ça prend du temps quand même, tout ça. Et puis, il y a de l'argent, on commence, le sculpteur est choisi, puis il y a la Deuxième Guerre mondiale. Bon, alors, c'est suspendu, on cache même parce qu'ils avaient peur que les Allemands s'emparent de ce monument, enfin de ce qu'il y avait déjà. Et puis, après la Seconde Guerre, quand même, Pétain dans un comité, ça fait un peu un problème, donc on change de comité. Mais ce que je veux dire, c'est que la statue, elle est inaugurée en 1949. C'est-à-dire l'importance d'avoir quand même, c'est un monument énorme, hein, il fait 10 mètres de long, 5-6 mètres de haut, très grand. C'est-à-dire qu'il y a déjà eu les révoltes de Sétif et Guelma, en Algérie. Il y a eu l'insurrection à Madagascar en 1947. Il y a la guerre qui a commencé dans ce que les Français appelaient l'Indochine. Donc l'Empire, il secoue. Il y a aussi beaucoup de mouvements en France même. Et malgré tout, on met ce monument. Donc le monument, il est là pour quand même affirmer quelque chose qui est déjà passé, quoi, qui tient plus. Donc le choix de mettre à quel moment, pourquoi, etc. est très important. C'est pareil pour le musée des colonies, hein, qui est ouvert en 1931 et dont on dit que c'est vraiment l'apogée de l'Empire à ce moment-là. Mais en fait, il y a plein d'insurrections partout. Il y a plein d'insurrections en Afrique, tout ça, c'est pas du tout solide. Donc aussi, le moment, qu'est-ce que ça vient compenser ? Quel est le message qu'on fait passer par ces statues ? Donc les statues ne disent pas l'histoire, c'est absolument faux. C'est absolument faux. Et elles sont là. Et aussi, ce que je disais, c'est que à Paris, c'est énormément d'hommes, bon déjà, mais parmi ces hommes, énormément d'officiers coloniaux. L'armée est très présente dans la statuaire. Et donc, ça donne quand même aussi un certain message, je veux dire, de la présence. J'appelle ça les sentinelles de pierre du monde colonial, quoi, qui rappellent et qui construisent. Et aussi, ces monuments, il faut les voir dans l'espace public, c'est-à-dire quels sont les messages que ça transporte. Vous passez devant, ça vous rappelle quand même la domination, ça vous rappelle
le massacre, ça vous rappelle, enfin je veux dire, c'est quand même des messages qui sont passés. Et moi, je suis pour les déplacer complètement. Même pas, par exemple, quand on dit ben, on va mettre une plaque, d'abord, qui lit les plaques? Deux, par exemple, pour Marchand ou Gallieni, comment vous allez expliquer tout ce qu'ils ont fait? Gallieni, c'est quand même celui qui a écrit la doctrine des races et qui va être un document extrêmement important pour toute la colonisation après, mais aussi qui va être lu par les nazis en Europe. C'est-à-dire comment on divise les races, etc., qu'il écrit quand il est en Indochine, où il a écrasé une révolte, puis après il va à Madagascar, où il va écraser aussi une révolte, et il va faire de Madagascar une colonie française. Donc c'est un homme qui a une carrière essentiellement coloniale, hein, il est passé par le Sénégal, la Guinée, enfin l'Algérie, enfin dans tas d'endroits. Vous expliquez ça comment? Et sa statue, il est sur la tête de 4 femmes à Paris. Donc une représente Madagascar, l'autre l'Afrique, l'autre l'Asie, et celle qui est devant Paris, parce qu'il aurait sauvé Paris, soi-disant. Bon, enfin. Et c'est déjà, je veux dire, l'esthétique de ces statues aussi. C'est pas simplement le qui est, l'esthétique. C'est une esthétique viriliste, une esthétique de l'armée, soldatesque. Je veux dire, ça pose quand même des problèmes dans une ville. Alors on me disait, mais alors pour vous, alors on a cru que je voulais mettre autant de statues d'hommes, Césaire, Léopold Senghor, tout ça. Je dis non. Mettons des arbres. Est-ce qu'on a besoin de tant de statues et de monuments? Est-ce que les villes doivent être saturées de ces monuments? Elles ne disent pas l'histoire, ces monuments. Elles sont là pour dire, à un moment donné, un choix politique, un message politique. Alors là, j'ai vu celui qui est pour l'Algérie française, là, en passant. Bon, ben voilà, on est déjà, voilà, on est quand même un peu, on a compris. Et donc, tout ça, c'est... Mais très tardif. Ah oui? En 80. Ben, vous voyez, donc c'est la question aussi en 80, pourquoi, à quel moment, pourquoi il est placé à ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut rappeler, qu'est-ce qu'il faut dire? Oui, oui, ben oui, non, je me doute bien. Donc on voit, c'est ça qu'il faut, je veux dire, c'est pas une histoire qui est dite là, c'est un message qui est fait par certaines personnes, et ce message c'est ça. Donc moi je suis pas tellement pour multiplier les monuments, je suis par exemple, je dis est-ce qu'il peut y avoir aussi des jardins de mémoire, par exemple, si on veut raconter quelque chose. Enfin il y a des tas de formes auxquelles on pourrait penser, plutôt que de multiplier statues, monuments, saturer l'espace, alors que pendant ce temps-là, dans l'éducation, on vous dit peu de choses. On vous dit peu de choses. Les manuels scolaires restent quand même assez... il y a beaucoup d'euphémismes sur ce qui s'est passé. Ou, je veux dire, et puis... donc, les monuments, je m'en méfie beaucoup. Je m'en méfie beaucoup. Et puis, parce que aussi cette statuaire, est-ce qu'il n'y a pas aussi d'autres formes à inventer que constamment des statues, des statues, des statues? C'est quand même un genre qui vient de la monarchie. Hein, les rois, il y en avait plein. Est-ce que vraiment c'est ça qu'on veut? Il y a d'autres formes d'ailleurs qui ont été inventées. Hein. Je veux dire, il y a... bon, à Berlin, par exemple, pour la Shoah, il y a ces blocs de ciment qui sont posés les uns contre les autres. Bon, on peut aussi penser à ce qu'on veut faire et que ça vienne vraiment aussi démocratiquement. Je veux dire, comment inscrire des mémoires dans l'espace public, de quelle manière, qu'est-ce qu'on veut dire, et puis le monument, il est là pour toujours, alors est-ce qu'on veut dire aussi autre chose, est-ce qu'on voudra dire autre chose? Il y a une occupation de l'espace public qui est multipliée constamment, parce que de la même manière que le musée répond à une question sociale et politique, maintenant on met un monument dès qu'il y a un problème, quoi. Voilà. Mais le fond de la question n'est pas traité. Alors, on multiplie les monuments, et pour la question des mémoires de l'esclavage et de la traite et de leur abolition, on était au comité, on ne voulait pas de monument. On avait peur. Bon, alors, finalement, pression du gouvernement, il y a eu un monument qui est dans le jardin du Luxembourg. Et alors, on s'est dit, le monument, en France, dès qu'il y a un monument, il y a des dépôts de gerbes de fleurs. Monument, gerbes de fleurs. Et nous, on ne voulait pas du tout, parce qu'on dit, mais c'est des mémoires vivantes, ces mémoires. Il y a des descendants d'esclaves en France. On n'est pas en train de parler d'un truc... Et on ne voulait pas, on a interdit les gerbes de fleurs, parce qu'il y avait un côté, il y a un monument, c'est le 11 novembre, alors on met des fleurs. Et ça efface complètement de quoi il est question. On parle de traite, on parle d'esclavage, on parle de lutte. Et dès que le comité a été dissous, hop, gerbe de fleurs.
Parce que ça évite d'avoir à faire quelque chose d'autre, à dire quelque chose finalement. Là, vous entrez dans une espèce de mécanisme, espèce de, oui, comment dire, de routine. C'est routinier et vous effacez complètement ce dont il est question en fait. La cérémonie est là pour effacer l'histoire. Il y avait la question. Oui, c'était quoi encore? Le musée sans objet. Ah, le musée sans objet, pardon. Alors, c'était un projet à l'île de la Réunion. Le musée n'existe pas, hein, tout de suite pour vous dire, donc c'est pas... Essayez pas d'aller à La Réunion le voir. À cause d'opposition de l'État français et de forces conservatrices locales. Mais voilà, l'idée c'était un musée qui avait été proposé par le conseil régional sur l'histoire du peuplement de La Réunion. Alors, comment? Alors, vous savez, il n'y avait pas de population native à La Réunion quand les Français la colonisent. C'est comme l'île Maurice et les Seychelles. Il y a plusieurs îles comme ça qui étaient des îles sans habitants, mais qui étaient des îles connues par les navigateurs arabes et chinois qui apparaissaient sur leurs cartes. Bref, l'étude est confiée de programme, l'étude est confiée à une agence française, parce qu'il y a des agences en France qui sont spécialisées dans la programmation des musées. Et en 2004, avec un ami et collègue à moi qui est un professeur à l'Université de La Réunion, qui est un spécialiste des littératures, un poète, et à moi on me demande d'évaluer le programme. On le lit, on dit vous pouvez le jeter. Pourquoi? Parce que tout était... la temporalité c'était, il y a la Révolution française, qu'est-ce qui se passe à La Réunion? Il y a la Première République, qu'est-ce qui se passe à La Réunion? Il y a les premiers théâtres en France, quand est-ce qu'il y a des premiers théâtres? Et on s'est dit, mais on n'est pas le miroir de la France. On n'est pas le miroir de la France, on est une île dans l'océan Indien. Deuxièmement, la temporalité, c'était, une temporalité française. Et l'espace, c'était l'espace français. Et la troisième chose, c'était qu'il y avait des propositions d'objets qui nous semblaient, alors c'était de nouveau le code noir. Donc toute notre histoire commençait avec l'histoire de l'esclavage. Alors nous, on a proposé, on a travaillé à plusieurs, et on a proposé une temporalité totalement différente. On a dit on est dans l'océan Indien. L'océan Indien, c'est un océan d'échange entre l'Afrique et l'Asie pendant des millénaires avant que les Européens arrivent là. Vous trouvez des porcelaines chinoises sur la côte est de l'Afrique quand il y a des flottes chinoises qui viennent. Donc il y a des échanges. Il y a des échanges évidemment avec les pays du Golfe, avec le monde musulman. Enfin, je veux dire, il y a des navigations parce que, en fait, très rapidement, les habitants de cette zone remarquent que les moussons poussent les bateaux de mai à septembre, du nord de Madagascar vers l'Inde, et après dans l'autre sens. Donc très rapidement, les boutres vont faire ce chemin. Donc on était dans un endroit de circulation, on était dans un endroit millénaire d'échange. Enfin, donc on a dit, on va partir de cet espace-là. On appartient à un monde interocéanique. Et ensuite, les femmes et les hommes que les Français amènent, déportent comme esclaves, ils ne venaient pas d'endroits vides. Ils n'étaient pas sur la berge à attendre que les Français arrivent et les prennent comme esclaves ou autres. Ils venaient d'endroits avec des organisations sociales, politiques, culturelles. Enfin, il y avait des villes, il y avait des bateaux. Enfin bon, donc il n'y avait pas un vide. Donc on voulait renverser, on ne voulait pas commencer avec l'histoire coloniale. Et donc l'espace c'était l'océan Indien et la temporalité c'était l'océan Indien. Alors évidemment il y avait quand même la France parce que sinon j'allais arriver là. Mais la question des objets, alors donc déjà temporalité et spatialité, posez cette question, qu'est-ce qu'on va montrer? Et alors à La Réunion vous avez très peu d'objets. Si vous voulez, on a en Europe l'objet dit l'histoire. Vous avez un objet et vous dites construit fait à tel moment, ceci, cela. Le récit se fait autour de l'objet. Que ce soit un tableau, un tapis, un vase, une céramique. Et on voulait sortir de cette fétichisation. C'est-à-dire qu'il y a des tas d'endroits où il n'y a pas d'objet. Les esclavagisés à La Réunion n'ont laissé aucun objet. Parce que quand l'abolition de l'esclavage arrive, personne ne s'intéresse à leur histoire, personne ne s'intéresse à leur vie. Donc aucun objet n'est gardé, aucun objet de leur vie. Même les fers, d'ailleurs, sont fondus pour faire autre chose. Même aussi les travailleurs engagés qui viennent du sud de l'Inde et de la Chine, il n'y a pas d'objets. Les plus vieux objets seraient des objets à partir de 1910, donc très tardivement. Et les objets dont on parle, c'est les objets des grands propriétaires d'esclaves, ce qu'on appelle les objets. Donc on a dit, on ne va pas partir de l'objet, on va faire un musée sans objet, c'est-à-dire comment imaginer de raconter une histoire à partir du récit,
comment utiliser le théâtre, le cinéma, le son, enfin des tas de formes qui, au lieu d'utiliser l'objet qui va être sous la vitrine. Et déjà, par exemple, pour le code noir, on ne voulait pas de l'objet authentique. On ne voulait pas acheter un code noir. On trouvait que quand même, déjà, le code noir, c'est de transformer des gens en marchandises. Après, il faut encore payer pour l'avoir. Il n'en est pas question. Et puis, si vous voulez, la transformation aussi, la manière dont l'objet est transformé dans le musée, ferait que si on avait trouvé un code noir, il aurait été sous vitrine, parce que c'est un objet du XVIIe siècle. Donc nous, on disait, mais ça sacralise cet objet. C'est comme si cet objet était sacré. C'est pas un objet sacré, c'est un code de loi, comme le code pénal aujourd'hui. Donc nous, on avait proposé qu'on aurait un grand panier où il y aurait, ça serait en format de poche, et on pourrait l'ouvrir et dire, mais pourquoi il y a cet article? Il y aurait des discussions constantes qui redonneraient à ce code qu'est-ce que ça a été effectivement comme législation d'une brutalité, d'une barbarie, tout ça, mais de pas en faire un objet en dehors du monde et de l'humanité. Donc c'était vraiment de reconstruire, puisqu'on n'avait pas d'objet qui pouvait raconter l'histoire, on pouvait peut-être trouver dans des archives, reconstruire par bribes et fragments, l'itinéraire, par exemple, d'une jeune femme capturée au Mozambique et vendue. Donc on pouvait trouver dans les archives que des personnes ont été capturées dans cet endroit. Alors c'était quoi cet endroit? Là on pouvait retrouver quelles étaient les organisations sociales de cette région du nord du Mozambique par exemple. On connaît les routes, les routes de traite. Donc on peut imaginer en disant ben voilà, elle a dû prendre cette route. On voit où sont les baraquements, parce que les baraquements c'était pas partout, hein. Il y avait dans certains endroits qu'étaient rassemblées les personnes capturées. Quel était le genre de bateau qui emmenait ces captifs à l'île de la Réunion? Où se passait le marché aux esclaves, là? C'était où? Et si on l'a retrouvé vendu dans telle plantation, c'était quoi cette plantation à l'époque? Il y avait qui? Il y avait quoi? Qu'est-ce qui se passait? Et peut-être qu'on ne retrouverait pas la date de sa mort, on ne retrouverait pas si elle avait eu des enfants, ou si on ne saurait pas, mais on pourrait reconstituer quelque chose à travers, en utilisant, je le dis, le théâtre, le cinéma, le conte. Donc c'était quand même des installations plutôt que l'objet. Donc on a dit pas d'objet, absolument pas d'objet, mais peut-être il y avait parfois des images, mais surtout comme d'utiliser des décors de théâtre pour restituer quelque chose, notamment par exemple les ports. C'était quoi les ports de l'océan Indien avant l'arrivée des Européens? Donc là, avec il y a quand même vous trouvez quelques représentations arabes notamment et puis vous avez les voyageurs, vous avez quelques voyageurs, Ibn Khaldoun, le grand voyageur arabe qui décrit des choses. Vous avez aussi des voyageurs, vous avez des récits de Chinois, vous avez des récits aussi de pèlerins. Donc vous pouvez comme ça attraper des petites choses. Vous avez aussi tous les récits sur tout l'océan Indien. Et on cherchait les récits de l'Inde, les récits de la Chine, pas les récits des Européens dessus, mais et notamment on avait trouvé des récits de pèlerins japonais, de femmes qui traversaient tout pour venir trouver l'endroit où le Bouddha avait eu sa révélation. Et là, ça nous donnait aussi un exemple de récit de voyage qui n'était pas du tout dans le style du récit de voyage européen, de la découverte de soi, tout ça. C'était donc des choses aussi d'apporter aussi d'autres formes d'expérience du monde que simplement ça. Donc voilà, c'était ça. Les seuls objets qu'on pouvait faire rentrer, qu'on avait rentrés, parce qu'il y avait des personnes qui voulaient, des Réunionnaises et des Réunionnais qui voulaient participer, c'était de leur dire quel était l'objet pour vous le plus important dont vous voudriez. Et par exemple, ça pouvait être une carte d'électeur, ou pour une femme malgache, je me souviens, c'était la carte quand elle obtient la nationalité. Donc c'était c'était de l'affectif, quoi. C'était de relations affectives. Mais là, on voulait laisser les personnes faire le récit, tout cela. Mais en même temps, on voulait pas non plus faire qu'un truc de témoignage, donc on travaillait beaucoup là-dessus. Et puis en 2010, le projet a été voilà. Et ce qui a aussi été nous a fait comprendre que tout projet de musée est un projet politique au sens de voilà, il y a des gens pour, il y a des gens contre. Et que c'est aussi voilà, c'est des enjeux, il y a des enjeux. Il y avait aussi, c'était aussi toute une réflexion, c'est pour ça que je parle de post-musée aussi, ça a été toute une réflexion sur l'architecture, pour que l'entrée, vous n'entriez pas comme dans la cathédrale. Alors moi j'avais remarqué, si vous voulez, qu'à La Réunion, par exemple dans les cinémas, les gens vont en groupe acheter un billet et parlent pendant une demi-heure.
Et alors moi j'étais là, j'ai dit, mais ils savent pas quel film ils veulent aller voir, ça. Et alors on s'était dit, ben il y aurait des endroits pour ces personnes qui peuvent s'asseoir et parler pendant, mais alors on peut faire ça, puis après on peut refaire ça. Et puis pour les énervés comme moi, là, il y avait le truc comme ça, tac, 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 et voilà. Donc c'était aussi de répondre à des différents besoins, différentes formes de circuler dans un espace. On n'est pas tous pareils, on circule pas de la même manière, on n'est pas, et de faire attention à ça. Donc on avait aussi travaillé avec des malentendants et des malvoyants en leur demandant si les normes qui existent, le braille, tout ça, c'était suffisant. Ils avaient dit non, nous c'est pas ça qu'on veut. Et on avait été étonnés parce qu'évidemment, et on voulait éviter tous les trucs d'application, automatique de choses, mais d'entendre, de voir. Donc voilà, ça a été tout un travail. Et aussi, par exemple, parce que un musée, c'est un budget, c'est une économie. Donc, par exemple, les architectes nous disaient, ben voilà, on a pensé à ça, on va installer ça. Et nous, toute la question, c'était, est-ce qu'il y a des techniciens à La Réunion pour réparer si il y a un problème? Ah non, il n'y en a pas, mais vous pourrez les faire venir. Pas question. 3 jours pour ça, 4 jours pour que la personne vienne, 10 jours pour qu'elle le répare. Pendant un mois, le truc ne marche pas. Il n'y a rien de pire dans un musée quand quelque chose ne marche pas comme ça. Donc, c'était aussi... Il y a une économie du musée. Et donc, le musée sans objet, c'était de tenir compte de tout ça, de son architecture, de son économie, de ses récits, tout ça. Mais en fait, il n'existe pas. Merci beaucoup. Une ou deux questions encore. Dernière. Oui, vous avez parlé de Berlin tout à l'heure, vous avez parlé du monument de mémoire de la Shoah qui se trouve non loin de Potsdamer Platz, c'est-à-dire dans un no man's land, finalement, de ce qui était autrefois un no man's land entre Berlin-Est et Berlin-Ouest. Mais à Berlin, on a aussi Berlin fait le grand écart, parce qu'on a aussi le Pergamon Museum, où là, sur Feuerwehrwiesen, là, on a non loin d'Alexanderplatz, c'est-à-dire non loin de l'ancienne Allemagne de l'Est. Dans l'Allemagne de l'Est, on a là un portail assyrien qui est complètement décontextualisé, et là, c'est vraiment une caricature, finalement, de l'extraction de quelque chose qui perd complètement son sens du fait de son extraction. Vous avez prononcé un autre mot tout à l'heure qui est le mot esthétique, et là justement on rejoint justement le narratif des choses, et je voudrais savoir, est-ce que selon vous il y a une pertinence à un quelconque, une possibilité même d'un quelconque discours officiel qui soit vraiment, qui rende compte de l'histoire ou pas? Quel serait ce discours? Moi, j'ai une expérience des musées plus restreinte. À Nouméa, il y a le musée des petits bateaux. Très intéressant, c'est un musée effectivement sans objet, peut-être. Sauf que l'architecte, c'est quand même Renzo Piano. Et puis j'ai aussi vu, là, c'est de l'autre côté, à Montpellier, et j'ai vu une exposition au musée Fabre de tout ce qui avait pu être accumulé, volé, pillé par les commerçants. Ça m'a mis très mal à l'aise. Il y avait beaucoup de choses, ça m'a mis très mal à l'aise. J'ai rien compris à Djibaou, je ne suis pas kanak. Et j'ai été très mal à l'aise au musée. Dans tout ce que vous dites, on se rend compte qu'on a besoin de récits, on a besoin de paroles, et je voulais savoir si vous avez l'espoir que le récit, l'échange, comme on est en train de faire en ce moment, aura valeur de trace aussi, à un moment donné, comme ça existe dans plein de pays et dans des continents où l'écrit n'est pas la forme principale de restitution ou de transmission. Et autre chose, je voulais savoir s'il existe dans le monde des collectifs, des artistes ou autres, ou des civils, sans être forcément artistes, qui se sont appropriés une façon de faire circuler les œuvres pour qu'elles n'appartiennent à personne. Est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe comme ça? Oui, à Berlin, mais on peut, oui, le British Museum aussi, on rentre, on voit les portes assyriens, enfin, on est stupéfait, hein, on est stupéfait, ça arrache le cœur, quoi. Et le Humboldt Forum qui vient d'ouvrir aussi est un gros problème à Berlin. Il y a eu beaucoup de protestations. Et là, il y a tous les objets qui ont été volés, pillés au palais d'été de Pékin.
Et il y a de plus en plus un sentiment, même chez des personnes qui sont dans le monde des musées, qu'il y a quelque chose qui ne va pas, quoi, qu'il y a vraiment un problème. Mais il y a aussi un désir vraiment de le sauver. Parce que, comme je le disais, ce sentiment que quand même c'est une création européenne pour la beauté, la préservation est très forte, reste très forte. Donc comment va-t-on pouvoir répondre à ça, Moi, si vous voulez, je ne suis pas là de dire on va les détruire, tout ça, mais je pense que ce que je disais, enfin, c'est qu'aujourd'hui, je le redis, au XXIe siècle, on est prêt à autre chose. Et c'est vers ça qu'il faut tendre. Moi, aujourd'hui, c'est à ça que je veux travailler. Je ne veux pas nécessairement aller travailler à transformer ces musées, parce qu'il y a un poids qui fait peser, aidez-nous à transformer. Non, mais c'est votre travail, quoi. Je veux dire, ça fait des siècles que vous êtes là, il y a des formations, faites votre travail, quoi. Et aussi, je veux dire, la manière, les gens dans ces institutions parlent sans se rendre compte de ce qu'elles disent. J'étais au musée Picasso, et alors bon, c'est Picasso, l'Afrique Picasso, etc., comme d'habitude. Et là, on me dit, oui, mais les objets africains qu'il a étaient sans valeur. Je dis, pourquoi vous dites que c'était sans valeur? Ah ben oui, c'est pas... Je dis, mais qui vous dit que c'était sans valeur? C'est sans valeur peut-être dans le marché, parce qu'il y a un marché, mais il y avait une valeur pour les personnes qui les ont faites, non? Si vous voulez, donc, il faut vraiment... Il y a une manière... Je veux dire, c'est automatique, c'est tout ça qu'il faut constamment déconstruire. Et... oui, ces musées sont problématiques. C'était quoi votre deuxième question, ça y est? Ah, c'était quoi? La question, c'était sur la pertinence d'un discours officiel. Ah oui, oh non, ce ne sera pas possible, ça ne sera pas possible. Si vous voulez, par exemple, je vous dis, ça serait intéressant de mettre justement en relation ces plusieurs discours. Il y avait, je veux dire, par exemple, parce qu'il faudrait... excusez-moi. Le musée de Tervuren, il a été entièrement rénové. Donc, il fallait effacer le passé colonial. Mais moi, je trouve qu'en fait, dans son effacement, il y a un côté où finalement, ça revient, quoi. Parce que c'est pas vraiment transformé, c'est effacé. Donc, les artistes contemporains sont appelés dès qu'il y a un problème. Alors, par exemple, l'assassinat de Lumumba, il y a un artiste contemporain qui va régler la question de l'assassinat de Lumumba. Mais non, l'assassinat de Lumumba, c'est un événement politique extrêmement important. C'est pas que je trouve que ce que l'artiste contemporain a fait n'est pas bien, c'est que quand même, il y a quelque chose de la violence qui est mise de côté. Vous voyez, alors évidemment, comment on va parler de la violence dans ces musées, ça sera vraiment un problème. Mais même, par exemple, moi, il y avait des dioramas dans ce musée que je trouvais intéressant parce que c'était une archive coloniale. Ça montrait la grandeur du colonialisme belge. Et je trouvais que c'était pas mal pas évidemment de le garder comme ça, mais de montrer voilà comment les gens avaient vu les choses et comment ils avaient pensé les présenter et que pour eux, c'était formidable. Et quels objets ils avaient utilisés et comment. Il y avait beaucoup de choses sur les missionnaires, évidemment, hein, et c'était assez extraordinaire. Hein, la manière de célébrer les missionnaires était vraiment... alors c'était le drapeau, c'était des objets et c'était intéressant de voir quels étaient les objets qui représentaient ce magnifique travail des missionnaires. Alors, non, je ne pense pas qu'il peut y avoir de discours officiel. Je pense que des objets... justement, c'est même la question de l'objet qui pose problème, je le redis. Et on peut avoir évidemment une histoire de l'art, mais c'est l'art, quoi. Ça va pas être une histoire de l'objet nécessairement. Moi, je trouve ça très problématique. Je pense qu'ils sont dans une situation d'impasse. Je vois pas tellement de résolution. Alors, ils vont faire ce qu'ils peuvent faire. Ils le font déjà, mais ils feront ce qu'ils peuvent faire. Mais et puis, il y a tous les tableaux, tout ça. Enfin, il y a des choses qui sont magnifiques. Hein. Moi, je vais beaucoup dans les musées. Donc là, j'ai décidé d'aller voir ceux qui sont à Toulon, parce que je veux voir comment... Voilà. Bon. Mais alors, pour vous répondre, le musée de Djibaou, comme vous le savez, ça faisait aussi partie des accords, hein, après OVA. Et là aussi, ça a été... Le but était de parler non seulement de la Kanaki, mais aussi de ce monde du Pacifique, hein, de ce que Djibaou appelait donc cette océan. Et malheureusement, c'est confié aussi. Bon, d'une part, l'architecte est un architecte qui veut faire que ça ressemble à la case, Kanak, tout ça. C'est toujours un peu des trucs comme ça. Et finalement, le musée lui-même est vu de manière assez classique. Et il est très peu visité par les Kanaks. Très, très peu visité. Alors, par exemple, moi, dans des endroits comme la Kanaki qui sont très grandes, je ne suis pas pour un musée dans un endroit. Je suis pas, parce que je trouve que ça pose un problème. Je me dis, pourquoi pas
bon, s'il faut, des musées, parlons, ou des petits post-musées dans plusieurs endroits. À un moment donné, il y avait aussi un grand projet de faire un musée en Guyane française. Alors évidemment, c'était à Cayenne. Cayenne, qui est quand même une ville coloniale d'administration. Je veux dire, ça n'existait pas, Cayenne. Les gens qui sont à Saint-Laurent-du-Maroni, ils vont jamais à Cayenne. C'est très loin, c'est très cher, voilà. Je veux dire, puis... Eh bien, ça se fait à Cayenne parce que c'est ça. S'il y a un musée, on le fait dans la capitale. Bon, donc, ce serait pour les fonctionnaires français qui sont là ou la bourgeoisie guyanaise. Et donc, j'ai participé à des réunions là-dessus. J'ai dit, mais pourquoi il n'y a pas un musée ambulant? Vous voyez, je pensais au cirque. Je dis, il y a un chapiteau, il arrive, il me remonte le Saint-Laurent-du-Maroni, il s'arrête dans un village, hop, il y a le chapiteau, on sort l'exposition, on discute avec les gens disent, ah ben non, c'est pas comme ci, c'est comme ça. Ça reste, hop, on referme le truc, on part, on va dans l'autre, et puis un an après, on revient. Et ça, parce que c'est aussi, je veux dire, il y a des tas d'autres formes, il y a aussi dans les Andes des petits musées, qui sont comme des petits hôtels, on pourrait dire, et qui circulent à dos d'âne dans les montagnes pour raconter des histoires. Donc il y a aussi, en Afrique, il y a les banques-musées, c'est-à-dire c'est dans des petites cases où les gens ont besoin d'un crédit et ils prêtent un objet contre lequel donc on leur donne de l'argent et cet objet fait partie d'une petite exposition pendant un temps, jusqu'à ce qu'ils reprennent. Donc après, il y a eu des choses dans des quartiers très très pauvres au Pérou et au Chili. Alors, il y a des gens, bon, ils vivent, ce qu'on appelle des favelas, mais enfin, le terme est propre, enfin bon, peu importe. Et il y a des gens, par exemple, ils ont des petites maisons et puis ils veulent agrandir la maison. Bon, ils le font savoir à la communauté, une pièce de plus, parce qu'il y a un enfant de plus, ou bon, enfin, peu importe. Et à ce moment-là, il y a des collectifs qui proposent de construire cette pièce à la condition que pendant 3 mois, cette pièce puisse servir de petite galerie pour le quartier. Puis au bout d'un certain temps, on leur rend la pièce quand même, parce que voilà. Et après, mais alors ça incite des personnes à vouloir que l'exposition vienne se faire chez elles. Alors après, les gens prêtent leur salon. Donc il y a une circulation, il y a des tas, il y a d'autres exemples, mais en fait il y a plein de choses comme ça qui sont petites, enfin petites au sens, c'est pas des grands machins, mais qui existent aussi autour de ça. Parce qu'il y a vraiment un désir aussi, comment faire circuler les choses, comment raconter les choses, comment aussi ne pas disparaître. Il y a un grand souci aujourd'hui avec la vitesse et la rapidité aussi dont vous parliez des réseaux, des technologies, que beaucoup de choses disparaissent. Donc comment on va, même parfois en utilisant les technologies en question, mais comment on va préserver. Donc il y a beaucoup de réflexions parce que justement, il y a beaucoup de communautés et de peuples qui tournent le dos au musée, enfin comme institution, comme forme, et qui veulent inventer autre chose. Donc oui, moi je pense qu'il faut en finir avec... En tout cas, qu'il y en ait, par exemple, il y a des musées qui se construisent dans les Émirats, en Arabie Saoudite, tout ça, mais ça fait... C'est le Louvre qui est importé, ou Guggenheim, tout ça, bon. De toute façon, c'est l'argent. Hein. Mais comment aider d'autres formes, ça, je trouve intéressant. Ça voudrait dire, je sais pas, moi, par exemple, si un quartier dans Toulon travaillait avec les personnes de ce quartier, qu'est-ce qu'elle voudrait préserver? Comment? Sous quelle forme? Quoi? Pourquoi? C'est un travail extrêmement important, je trouve, aujourd'hui, pour vraiment s'éloigner du musée. Deuxième question, c'était sur les... Oui. Voilà, la circulation. Alors, évidemment, ce qu'il y a, c'est qu'il y a eu une forme énorme maintenant de biennale, de galeries, tout ça, qui absorbe beaucoup de choses, mais il y en a beaucoup qui se font dans le sud, dans le sud global. Mais il y a aussi des désirs de faire d'autres choses, beaucoup plus petites, enfin, au sens qui demandent aussi moins d'argent, moins de financement. Comment faire en dehors de tout ce système de financement qui vous tient quand même? Et dans les ateliers dont je parlais, où justement Pierre a participé à plusieurs, un des principes que je posais, c'était la plus basse économie. Donc, par exemple, en général, on occupait les lieux parce qu'on arrivait, votre lieu il est vide, là il n'y a rien qui se passe, on peut le prendre pour une journée, puis voilà, on parlementait. C'était aussi, par exemple, alors on mettait en place la performance, alors il y avait besoin de quelque chose, tu as ça chez toi ? Pour ne acheter le moins possible. Aussi pour se dire qu'on peut faire avec peu de choses.
c'est pas non plus pour tomber dans le côté la pauvreté, tout ça, parce que l'État nous doit de l'argent, mais c'était aussi pour nous apprendre à sortir de cette économie totale. Si j'ai pas ça, je peux pas. Et un des exercices que je veux faire aussi souvent quand on se retrouve, c'est de dire, alors, avant qu'on commence tout, on va mettre là sur la table, quelles sont les langues que tout le monde parle ici? Quels sont les savoirs que nous avons tous ici? Et on voit qu'on en a en fait finalement énormément. Donc, et comment on va partir de ça pour inventer des choses? Il y a beaucoup de collectifs qui se font comme ça, il y a une communauté là au Congo qui a monté un white cube avec des expositions, mais on est complètement perdu au fond. Je veux dire, c'est pas du tout dans une ville et tout, et qui travaille à aussi repérer dans des musées du monde des objets qui viennent de leur peuple et de les capturer en digital pour les restituer. Donc il y a aussi des formes de détournement aujourd'hui, de ne pas passer par le marché, de ne pas passer par les demandes, parce que cette communauté avait demandé à un des musées qui possède un des objets. Le musée avait dit non, pas du tout, ou alors vous ne réunissez pas les conditions. Donc ils se sont dit, dans ce cas, on va digitaliser, puis on va le faire. Alors le musée était en train d'essayer de les poursuivre en disant que ça nous appartient. Donc il y a eu aussi des luttes sur ce plan-là, à ce moment. Il y a vraiment des luttes aussi sur casser ces normes qui ont été imposées et qui empêchent en fait une libération, en fait, l'imagination. Donc il y a beaucoup de choses. Aux États-Unis, il y a ce mouvement Decolonize This Place. Alors eux, ils entendent les musées, ils sont rentrés dans le musée d'histoire naturelle, et c'est plusieurs groupes. Alors il y a un groupe de latino qui va dans les salles Amérique du Sud, d'autres dans les salles Afrique, tout ça. Et là, ils interpellent les personnes, le public, et montrent comment la construction de l'Afrique selon ce musée. Donc c'est des interventions aussi comme ça, par des artistes et des activistes. Oui, il y a plusieurs choses vraiment qui se font. Mais Decolonize This Place, moi je suis assez proche de ce mouvement parce qu'il montre que le musée, c'est pas que le musée. C'est comment se passe dans la ville. Le musée est un objet dans la ville. Il participe d'une domination, il participe d'une ségrégation spatiale, il participe d'une gentrification. Et la gentrification et les musées, c'est très 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 important. C'est très le syndrome Bilbao, le Guggenheim Bilbao, qui est très imité parce que ça a transformé tout, ça a signifié une gentrification d'un quartier populaire totalement. Donc toutes ces questions sont posées, il y a beaucoup et il y a des travaux, il y a des écrits, il y a quand même une énorme mobilisation autour de tout cela en ce moment qui est très intéressante, qui est vraiment intéressante. Et sur la question des récits, il y a quand même aussi des podcasts, des radios, même, je ne parle pas simplement en Europe, partout, pour aussi comment penser, parce que la question étant de comment mobiliser au bout d'un moment aussi suffisamment de personnes pour mettre du désordre.